On y arrive. Voilà, voilà, voilà. Impeccable. Euh, donc, la première chose que je vais demander, c'est que vous coupiez tous vos micros. D'abord, bonsoir à tous, déjà une première. Merci beaucoup d'assister à ce premier webinaire de la commission vétéran, puisque effectivement, ça n'a jamais eu lieu. Bon, sachant que les webinaires datent de pas si longtemps que ça, puisque avant le Covid, on faisait peu de webinaires. Euh, on a souhaité avec la commission l'année dernière, quand on a été élu, faire ce webinaire. On a mis un peu de temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait que la commission se mette en place. Et puis on a quand même pas mal bossé cette année. Donc on le fait cette saison, après une première saison, une première année de mandature. L'objectif de ce webinaire est surtout de nous présenter, de présenter d'abord ce qu'est la commission vétéran, ce qu'on y fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, avec qui on le fait. Et puis, on aura un deuxième temps sur un petit peu toutes les évolutions de règlement qui sont arrivées en 2025-2026. Il y en a un certain nombre. On parlera un peu équipe de France, sélection équipe de France et des modes de sélection. Des autres évolutions, quelques évolutions de règlement, et puis des pistes, des idées qu'on a, des travaux qui pourraient arriver cette année, des pistes de réflexion. Euh, Ce qu'on a prévu, c'est qu'il y a plusieurs thèmes. Donc, c'est Isabelle Lévesque qui va gérer un peu le chat et les questions que vous avez au fur et à mesure de chaque thème. Et on s'arrêtera à la fin de chaque thème pour répondre aux questions sur le thème. Et puis à la fin, le but, c'est de faire un débat, un échange, questions-réponses. Et on essaiera de répondre, tant que faire se peut, à l'ensemble de vos questions. En introduction, Ouais, Isabelle, tu lèves la main, non? Bon, Ouais, je voulais non. juste Vas-y. préciser pour vos questions-réponses, si vous pouvez utiliser plutôt conversation, le QR, ça permettra de, voilà, de bien différencier les deux domaines, si ça vous dérange pas. Donc, c'est à côté de conversation, en haut de votre écran, au-dessus de la présentation. Ok. Petite Qu'est-ce que... précision technique. D'accord, merci Isabelle. Juste, je suis assez content de voir un certain nombre de gens, je vais dire des anciens, mais je commence à faire partie des anciens ou de très anciens, pour parler un petit peu d'histoire, parce que la commission vétéran n'a pas toujours existé dans la Fédération française d'escrime. Alors, si je dis pas de bêtises, alors les anciens que je vois qui ont eu dû être dans les premiers, elle a dû être créée en 2005, si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça devait être un petit groupe dont Benoît Pasmail et Brigitte Delacour peut-être faisaient partie, qui ont créé cette commission, qui ont créé les épreuves nationales. Donc merci à eux parce que ça fait 20 ans que ces épreuves existent. Je pense qu'il y avait à l'époque, je sais pas, 150, 200 tireurs. Aujourd'hui, la saison passée, il y avait 1500, plus de 1500 tireurs classés. Donc c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui est important aujourd'hui, hein, 1500 tireurs classés sur à peu près 9000 vétérans en France. Je me demande si c'est carrément pas peut-être la plus grosse catégorie. Merci à eux d'avoir créé à l'époque cette commission. Et puis, un petit clin d'œil, un petit hommage à Marie-Chantal Demaille, qui, je pense, si je me souviens bien, était aussi à l'initiative de la création de cette commission. Alors, cette commission a fonctionné, je dirais, longtemps. Au départ, elle s'est créée, il a fallu qu'elle se construise, il a fallu qu'elle travaille. Elle n'a pas toujours été reconnue par les différents bureaux fédéraux et les différents élus. Ça a été souvent compliqué. Moi, j'y suis arrivé il y a une petite dizaine d'années. On a eu toujours souvent des difficultés à se faire reconnaître, à reconnaître vraiment la catégorie vétéran, ses spécificités. Ça va de mieux en mieux. On s'est rapproché petit à petit, voilà, des instances, d'essayer de bien se comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est assez vrai, même s'il y a toujours des spécificités, et que on essaye de travailler vraiment de concert avec la DTN, la Direction technique nationale, et puis le bureau fédéral, hein, bien évidemment, et le personnel fédéral. Je voyais Alexandre Repli qui était connecté, donc Alexandre qui est un de nos principaux interlocuteurs. Euh, pour rappeler un petit peu, hein, une commission vétéran, elle est nommée sur une mandature présidentielle, c'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu des élections fédérales, hein, voilà, donc Rémi Delhomme a été élu président de la fédération avec une équipe. Et cette équipe, avec ses vice-présidents et quelques personnes, représente le bureau fédéral. Et ce bureau fédéral fait un appel à candidature pour l'ensemble des commissions. Donc,
tous les gens qui sont dans la commission vétérans aujourd'hui ont fait un acte de candidature et ce bureau fédéral a choisi 7 personnes, voilà, avec une répartition qu'on va voir un petit peu après, pour représenter les vétérans et travailler pendant 4 ans, donc jusqu'à octobre 2028, sur tout ce qui touche les vétérans. On peut passer à la slide suivante. Ah, ça passe pas. Émilie. Ah, Je comprends pas parce que j'ai passé la slide suivante. elle ne s'affiche pas. Donc, il doit y avoir un problème. C'est figé, je crois. Là, ça fonctionne pas? Non. Non, il y a toujours la première page. Ok. Et là? Oui. Ça y est, Ça y est, ça défile. Ok, ah bah, c'est bien, c'est celle-là. Voilà, donc ça c'est la commission de virage. Je voulais juste faire un petit rappel, c'est que nous sommes tous bénévoles. Voilà, alors dans la fédération, il y a un certain nombre de bénévoles, grande partie du bureau fédéral, enfin tout le bureau fédéral, les élus, seule la DTN et les gens de la DTN, la direction technique nationale et le personnel fédéral sont des gens salariés. Aujourd'hui, ce sont tous des bénévoles. Ce soir, il y en a 5 qui sont présents puisque Carole nous rejoindra plus tard. Donc voilà comment elle est constituée. Bon, je vais peut-être, comme vous voulez, vous présenter chacun. Allez, Isabelle, présente-toi rapidement. Alors, donc, Isabelle Lévesque, je viens de Dijon, je suis trésorière de mon club d'escrime dijonnais et je me suis également, j'ai candidaté pour être dans la commission sabre vétéran. Voilà, je représente les dames au sabre. Et sans oublier que tu es la correspondante pour Voilà, et l'European je suis Veteran également, Fencing. alors, donc, la commission m'a nommée en fait correspondante à l'European Veteran Fencing, en fait, pour faire le lien entre la commission vétéran et les compétitions organisées au niveau européen. Ok, Carole nous rejoindra vers 20h, 20h30. Elle travaille. Valérie? Bonsoir à tous, Valérie Préau. Donc je fais fleuret et épée pour la commission et je suis aussi membre du comité directeur et je suis basée en région parisienne. Voilà. Dans l'ordre derrière, Thierry. Oui, bonsoir à tous. Donc Thierry Boutin, je suis depuis cette année au Club d'Orléans. Sinon, j'ai fait pas mal de clubs un peu partout en France. Je suis épéiste et puis donc j'ai été nommé donc à la commission vétéran. Je m'occupe de l'épée, je suis correspondant aussi des épreuves nationales, du règlement et du calendrier. Je travaille pas mal avec du coup avec notamment Alexandre Pli. Et Frédéric Georgiani. Bonsoir à tous, moi je suis sabreur, je suis en vétéran 2 à Besançon. Et je suis, oui, principalement interlocuteur par rapport au sabre, hommes et dames. Ok, Franck, a priori, n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Et puis moi-même, Denis Cassoret, donc j'ai été nommé, j'étais président par la commission en octobre l'année dernière. J'étais déjà président dans la précédente commission, on m'a demandé de continuer. Donc je suis membre aussi du comité directeur, je suis président du club de Fâche-Tuménil, et puis je suis correspondant des épreuves nationales au fleuret. On peut passer, Émilie, s'il te plaît? Voilà. Alors, on a regroupé un petit peu nos missions. Elles sont nombreuses et variées. Dans les 2 premières, ce sont des missions, je dirais, régulières et qui sont assez chronophages, puisque on travaille de concert avec le personnel fédéral, donc Alexandre et Jérémy Cadeau, sur tout ce qui va être organisation du calendrier. Et donc, on travaille de concert sur la recherche d'organisateurs
Et vous ne savez peut-être pas, mais c'est pas si facile de trouver des organisateurs. Un calendrier, c'est très compliqué à organiser. On essaye, tant que faire se peut, qu'il n'y ait pas en même temps qu'une compétition vétéran, une compétition senior ou M17 qui posera des problèmes de disponibilité d'arbitres, de disponibilité aussi de tireurs qui sont entraîneurs, de parents, etc. On travaille sur la validation de ces candidatures par rapport à la capacité d'organisation, par rapport à la capacité en nombre de pistes, etc., etc. On valide tout ce qui est notes d'organisation. Donc là, bah, voilà, toute la saison, on valide ces notes d'organisation. Donc le calendrier, c'est un gros boulot qui nous prend quelques mois à partir d'avril et cette année jusqu'au septembre, et même encore maintenant pour Thierry, il nous manque encore un organisateur. L'organisateur de l'épreuve par équipe vétéran épée. Et puis, on fait un suivi des organisateurs également, hein. En général, comme on est tous tireurs ou quasiment tous tireurs, on est souvent présent sur les circuits et on est souvent en contact avec les organisateurs sur les questions qui se posent. Thierry, on a eu ce week-end à Val d'Europe. Je le sais parce que j'ai vu les messages passer. J'en ai eu beaucoup à Hérouville sur le règlement, sur les classements, sur etc., etc. Donc, on est souvent les interlocuteurs des organisateurs. La deuxième partie, ce sont les règlements. Donc, on a comme mission de travailler à la proposition d'évolution du règlement, des règlements. Vous verrez qu'il y a quelques évolutions assez significatives cette année. Ces évolutions, on les pompe pas comme ça, on les improvise pas comme ça. On est souvent en échange avec les tireurs, on dialogue avec les tireurs, on écoute les tireurs, contrairement à ce que certains peuvent nous dire. On essaye d'avoir un petit peu tous les avis. On ne prend pas tous les avis parce que quand on fait un règlement, il faut que ça corresponde à un certain nombre de choses, c'est-à-dire à des problématiques d'arbitrage avec la commission d'arbitrage, de règlement, de statut, de logique, même aussi de médical, puisqu'on est en contact avec la commission médicale. Donc tout ça, ça prend également un peu de temps et on participe à la rédaction et à la validation de ces règlements. Sachant que ces règlements sont ensuite votés en comité directeur. Ils ne sont pas lancés comme ça, il faut qu'il y ait un vote derrière. On a un travail aussi sur toute la partie sélection. Alors sélection, championnat du monde tous les ans, championnat d'Europe par équipe tous les 2 ans, où on travaille sur la proposition des critères, et vous verrez ensuite qu'on les a fait encore évoluer cette année. Pour qu'ils soient... L'objectif, c'est vraiment qu'il soit le plus logique, juste possible, équitable. Mais comme tout critère de la sélection, c'est un critère, hein, donc voilà, ça peut amener des discussions. On fait forcément des propositions de sélection, mais on ne valide pas ces sélections. On verra après qui valide ces sélections. Et puis on fait un suivi des sélections, comme je fais en ce moment pour les championnats du monde, sur ceux qui se décident, ceux qui vont pouvoir être là, pas être là, etc. Ensuite, on s'occupe de toute la logistique Europe par équipe et monde, c'est-à-dire gestion de déplacement du staff, de l'organisation, suivi des inscriptions, information et tireurs, la gestion des entraîneurs. Vous voyez cette année, pour ceux qui sont en équipe de France, qu'il y a 2 entraîneurs qui sont nouveaux, il a fallu les trouver. Que le kiné, c'est un nouveau aussi, il a fallu le trouver. Donc, cet échange avec les kinés et les entraîneurs. Donc, voilà, ça, c'est un travail important aussi. On a lancé depuis 3 ans un stage national avant les championnats du monde. Donc là, c'est la commission qui s'occupe de la totalité de l'organisation du stage national. La fédération a géré cette année avec Alexandre et Loasso pour s'inscrire et puis les paiements, mais toute la recherche de l'endroit, la logistique, etc., c'est la commission qui le fait. Cette saison, ce sera Thierry Boutin qui s'occupe du futur stage en septembre. Il est déjà en recherche d'organisateurs, en contact. Ensuite, on a 2 autres éléments. On a bien évidemment s'occuper du développement de la catégorie. Il restait juste 2 choses avant. Ce sont toutes les réflexions, les échanges avec les autres commissions, avec la DTN, le comité des présidents, puisque ça c'est nouveau aussi, toutes les propositions d'évolution. Je donne par exemple la catégorie plus 35, ça vient de Isabelle Lévesque il y a quelques temps, qui nous avait dit ça serait bien de mettre les plus 35, de faire valider les plus 35. Ça a été fait il y a 2 ans ou 3 ans. Et puis ensuite, on a d'autres missions, c'est les comptes rendus et les bilans, les reportings, et puis les réponses aux multiples questions qu'il peut y avoir toute la saison, aux multiples interrogations.
Tu peux passer, Émilie, s'il te plaît. Voilà. Alors, la commission vétérans, elle a 3 interlocuteurs. Vous avez à gauche la direction technique nationale. Ce soir, vous avez Patrick Groc qui est présent. Et Patrick Groc est notre représentant, enfin à la DTN, et notre interlocuteur à la DTN. La DTN, elle a pour rôle de contrôler en termes de règlement s'il y a une cohérence dans nos règlements et dans ce qu'on veut faire dans les règlements. Voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et un de nos objectifs est d'être en cohérence aussi avec les autres catégories. Voilà, et de ne pas faire des règlements un peu bizarroïdes, un peu tordus, etc. Même s'il y a des spécificités, parce que effectivement V1, V2, V3, V4, c'est un peu compliqué, ça se passe pas dans les autres catégories, mais voilà. Donc on essaye d'être au plus près des règlements généraux. Elle valide également nos critères de sélection. Et ensuite, c'est elle qui participe, par l'intermédiaire de Patrick Goff, mais aussi de Stéphane Marcelin, qui est le directeur technique national, à la validation, ou non d'ailleurs, des propositions de sélection qu'on peut faire. Donc voilà, pour les championnats du monde, on a eu une réunion avec Stéphane, avec Patrick, et on a discuté de ces sélections pour définir, et c'est Stéphane Marcelin, le DTN, qui a le dernier mot pour présenter à Rémi Delhomme, le président de la fédération, les sélections, et c'est Rémi Delhomme qui les entérine. Donc ça, on voulait que ce soit vraiment fait de manière très très claire pour éviter toute discussion, toute interrogation qui pourrait y avoir sur ces sélections. La deuxième partie, c'est le bureau fédéral, le comité directeur. Le bureau fédéral, c'est lui qui donne les orientations en termes de règlement, en termes d'organisation, en termes de vision. Donc effectivement, on s'appuie sur le bureau fédéral et le comité directeur sur ces orientations. Et derrière, nous, on remonte toutes les décisions qu'on voudrait prendre à ce comité directeur et ce bureau fédéral pour qu'ils les votent. Et puis la troisième partie, c'est ceux avec lesquels on travaille le plus au quotidien. C'est le personnel fédéral. Vous voyez Émilie qui est là, qui s'occupe du webinaire ce soir. D'autres gens qui sont sur la communication comme Nadine. Non, Nadine est élue, mais bon, les gens de la communication, Alexandre Rumpli, Jérémy Cadeau, Maxime Hérault qui s'occupe des déplacements, voilà, qui nous accompagnent sur tout ce qui est règlement, calendrier, logistique, et avec je dirais une disponibilité importante. Vous voyez, ils sont là ce soir, ils répondent souvent le week-end, et même très très souvent le week-end, voilà, qui sont vraiment très disponibles. On peut tourner. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette organisation, sur la commission, sur ce qu'elle fait? Isabelle? Pour l'instant, j'en ai aucune. Bon, c'est bien. On en aura peut-être tout à l'heure. On va passer aux évolutions de règlement. Et là, vas-y, tu peux tourner, Émilie. La première évolution de règlement, quand on veut présenter, vous avez certainement lu et vous avez entendu parler, c'est l'évolution du règlement des épreuves par équipe. Jusqu'à maintenant, on avait des équipes qui étaient des équipes de 150 ans pour les épéistes, 140 pour les fleurets masculins, sabre masculin, et puis un peu libre sur le sabre féminin et le fleuret féminin. Pour plusieurs raisons. On a changé ce règlement, on a divisé les équipes en 2 types d'équipes, les vétérans et les grands vétérans, pour reprendre la terminologie de l'EVF qui a mis en place ça déjà il y a quelques années. Pourquoi ça a été fait? Déjà pour être en conformité avec l'EVF qui fait des équipes nationales sur ce format-là, et puis les championnats du monde cette année qui vont être également sur ce format-là. Donc le découpage nous paraissait logique à ce niveau-là, mais également par des échanges qui ont eu lieu avec la commission médicale qui souhaite qu'on évite de plus en plus les matchs avec gros enjeux entre un V4 qui peut avoir plus de 70 ans et un V1 qui a parfois à peine 40 ans. Voilà, avec 35 ans d'écart sur le niveau physique, sur le niveau d'engagement physique, et elle souhaitait voilà, qu'on réfléchisse à ça. Donc ça tombait bien, puisqu'au niveau international, ça se séparait. Et donc on a séparé ces équipes en vétérans et grands vétérans. Et donc sur le même principe qu'aux Europes et au monde, c'est-à-dire que 5 équipiers maximum. Et donc avec toujours 3 minimum, puisque c'est une équipe de 3, puisque c'est en 45 touches. Et il doit y avoir toujours un
tireurs de la catégorie supérieure, puisque c'est des V1, V2 et V3, V4 sur la piste, donc dans l'équipe de 3. Donc, je vous l'ai détaillé, hein, donc de toute façon, on peut avoir 5 V2 ou 4 V2, 1 V1, etc., ou 1 V2, 4 V1. 1 V2, 4 V1, ça veut dire que le V2 est toujours en piste et tire tout le temps. Ça ouvre, alors je l'ai mis aussi, un changement qui est arrivé aussi, ce sont les équipes interclubs. Elles existaient déjà. Elles ont changé cette année en termes de règlement sur toutes les catégories, hein, donc c'est pas seulement en vétérans. Toutes les catégories, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une équipe interclub, ça peut représenter 2 clubs ou plusieurs clubs d'une ligue. Par contre, jusqu'à maintenant, si le club de Royan, par exemple, je vois François, le club de Royan présentait une équipe de 3 ou 4, à côté, un des tireurs de Royan ne pouvait pas faire une équipe interclub avec un autre club. Aujourd'hui, ça a changé, c'est-à-dire que une équipe, voilà, un club peut s'associer avec un autre club ou 2 autres clubs pour faire une équipe, et on n'est pas obligé de mettre les noms des tireurs. Donc vous verrez le formulaire, hein, il existe, il est en ligne sur le site de la fédération. Donc quand on fait une équipe interclub, on propose un club, 2 clubs, 3 clubs, les présidents de club signent, les présidents de la ligue signent, et on valide cette équipe. Et ensuite, c'est une équipe interclub, voilà, qui a un nom, et puis qui va se présenter sur les épreuves de sélection ou les épreuves demi-finales, finales. Il y a juste quelque chose qu'on est en train d'essayer de demander, on va demander à valider au prochain bureau fédéral, au prochain comité directeur qui est le 15 novembre, c'est que le 15 novembre, justement, est normalement la date limite de dépôt des équipes interclubs. Sachant qu'en vétéran, les épreuves ne démarrent pas tout de suite. On a, voilà, par l'intermédiaire d'Alexandre et d'une demande qu'on est en train de faire pour faire voter, c'est qu'on demande qu'il y ait un report jusqu'au 12 décembre, là où la première épreuve de Ligue vétéran, pour pouvoir créer ces équipes interclubs. On peut tourner. Alors, dans la mesure où on a fait une étude, hein, on n'est pas parti n'importe comment, on a fait une étude et Jérémy Cadeau nous a aidés à faire des statistiques sur les potentiels d'équipes dans toutes les catégories et dans toutes les armes et sexes. Du coup, on n'est pas parti sur les mêmes épreuves et le même type d'épreuve. Pour toutes les catégories. On va avoir en épée dame vétéran, enfin là c'est toutes les femmes, donc il y a que en épée dame vétéran, on va avoir un système qui est en équipe de club et EIC avec une demi-finale et une finale des championnats de France. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de potentiel, et dans les autres armes féminines, ça va être très difficile de faire suffisamment d'équipes, de clubs ou EIC. Par rapport au V4 par exemple, ou au V2 en sabre et en fleuret. Donc vous voyez aujourd'hui, il n'y a qu'en épée équipe vétéran femme, épée vétéran femme, qu'on aura une demi-finale des championnats de France et une finale et un championnat de France. Pour les autres catégories, donc épée dame grand vétéran, sabre vétéran les deux et fleuret vétéran les deux, on aura certainement une épreuve libre qui sera au moment de la demi-finale des championnats de France, et ensuite ça s'appellera un critérium national avec des équipes un petit peu plus larges qu'on puisse constituer. On peut tourner. En hommes, c'est un tout petit peu différent. On va pouvoir avoir des équipes club et UIC, et donc une demi-finale et un championnat de France en épée vétéran et en épée grand vétéran, parce qu'il y a beaucoup plus de participants. On va l'avoir en sabre vétéran et en fleuret vétéran, et par contre en sabre grand vétéran et en fleuret grand vétéran, on va tomber dans le même système que la partie féminine, c'est-à-dire des équipes un peu plus larges. Alors, on est en train de faire la demande justement de changement parce que on a vu qu'il y avait équipe club et UIC pour les fleurets, les sabres grands vétérans, pardon, et les fleurets grands vétérans, mais on voudrait élargir un petit peu plus pour que des équipes puissent se constituer de manière un peu plus facile. Alors, je ne dis pas que ça évoluera pas, hein, de toute façon, c'est une première. Hein, on n'a jamais fait ce genre de choses. C'est que les Italiens ont fait des modifications aussi dans ce sens. On verra en fin de saison s'il faut faire évoluer ce règlement et s'il faut changer un petit peu ce règlement.
Alors, en Fleuret et Sabre Homme Vétéran, vous aurez une demi-finale à l'Aigle, hein, donc le week-end du 1er mai, où il y aura 3 jours, hein, donc épreuve individuelle, le lendemain, épreuve par équipe. Et ensuite, il y aura un championnat de France à Montargis, où là, le règlement qu'on a établi, c'est que le classement d'entrée de ce championnat de France à Montargis sera le classement de la demi-finale qui aura lieu à l'Aigle. Et toutes les autres équipes pourront se présenter sans avoir fait la demi-finale, bien sûr, mais elles seront classées ensuite derrière les équipes qui ont participé à la demi-finale. Thierry, je te laisse parler des formules d'épée. Formule d'épée, pour la formule d'épée, on a une seule épreuve nationale cette année, parce que comme on est un peu dans le flou sur le nombre d'équipes qu'il peut y avoir, on n'a pas fait comme l'an dernier deux circuits épée, équipes, on n'en a fait qu'un. Alors, j'ai discuté avec certains d'entre vous ce week-end, on avait des pistes pour aller du côté de Lyon, et puis finalement, ça ne se fait pas. Donc, on recherche toujours un club pour pouvoir organiser la demi-finale épée par équipe. Donc, si vous avez dans vos régions des gens de bonne volonté qui veulent organiser ça, faites-moi remonter l'information rapidement, ou à moi ou à Alexandre Pli, parce qu'il va falloir qu'on avance un peu. Euh, sinon, les formules, bah, c'est un peu comme on avait l'habitude d'avoir. Si on a plus de ces équipes ou moins de ces équipes, ça se fait sur 2 jours ou sur une journée. Et puis, c'est poule et puis tableau d'élimination directe. Donc ça, la formule, elle a pas changé. On a seulement une demi-finale au lieu d'avoir deux épreuves nationales les autres années. Donc on verra combien d'équipes on a. Je pense qu'on en aura pas mal sur les vétérans. Sur les grands vétérans, c'est plus compliqué, mais je pense qu'on en aura déjà. Enfin, j'ai pu avoir un peu d'infos à droite à gauche. Il y en aura quand même quelques-unes, il n'y a pas de souci, hein. Bien que le V4 soit une denrée rare et qu'il ait capté assez rapidement, je dirais, pour créer des équipes des équipes interclubs. Ok, tu peux Sur parler. les dames, eh bien, Ouais. sur les dames à l'épée, sur les dames vétérans, donc V1, V2, ça, c'est pareil. Il y aura une épreuve qualificative. Et puis, les Championnats de France qui auront lieu à Lille, avec des équipes classées comme l'année dernière, hein, pour les tableaux N1, N2. Et puis des équipes qui seront qualifiées aussi par la région. Pour les vétérans, grands vétérans, hommes, eh bien, pareil, demi-finale, et puis championnat de France avec N1, N2, N3, enfin, comme on a l'habitude d'avoir. La seule inconnue, c'est les nombres d'équipes chez les hommes grands vétérans. On peut peut-être répondre aux questions, Isabelle, sur les équipes, parce que je pense qu'il y en a quelques-unes. Les mains levées déjà. Ton micro est coupé, Isabelle. Oui, je disais que ce point, en fait, suscitait pas mal de questions de la part des uns et des autres. Donc, chez les dames notamment, on s'inquiète sur est-ce qu'il y aura moins d'équipes finalement avec cette formule. Les équipes de grands vétérans seront probablement moins nombreuses. Donc, voilà, au niveau des statistiques, je crois qu'on avait pas mal regardé au niveau fleuret et sabre, et donc à l'épée, on en a déjà parlé, mais en tout cas pour les autres armes. Là, il y a Oui, une oui, oui, de question, toute façon. il y a une question dans la conversation. Peut-il y parle, avoir plusieurs équipes interclubs dans la même arme et la même Non, ligue? c'est eux. Ils parlent, tu sais, des nouvelles évolutions du règlement et tout ça. Et bon, là, ils passent en revue les autres, l'épée. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro? Hum Allô? Et surtout, ils ont. Qui est-ce qui parle? J'entends quelqu'un qui parle. Oui, on entend quelqu'un qui parle. Bon, ok, ok. Donc la dernière question, c'était Thierry, tu parlais. Oui, je disais une question de Carole Charrois. Peut-il y avoir plusieurs équipes interclubs dans la même arme et dans une même ligue? Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et Donc, une pourquoi cette équipe, règle de séparer? Pardon.
Oui. J'ai d'autres questions. Pourquoi cette règle de séparer les plus jeunes et les plus âgés ne s'applique-t-elle pas aussi en individuel chez les dames en poule? C'est une question qui est en cours de réflexion. Vous verrez à la fin. C'est quelque chose qui est en cours de réflexion, pas seulement chez les dames d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, il n'y a que à l'épée homme où on sépare V1, V2, V3, V4 dès les poules. Dans toutes les autres armes, sexes et catégories, il y a au moins un tour regroupé. Et alors, pourquoi historiquement? Vous savez très bien que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de participants. Donc voilà, si c'était de faire une poule à 4 ou à 3 en V4, ça sert pas à grand-chose. Se déplacer pour ça, déjà certaines armes, sabre ou dame ou fleuret dame se déplacent pour pas forcément beaucoup de matchs. Donc l'idée c'était quand même de pouvoir faire des matchs quand on traverse la France. À partir du moment où il y a plus de participantes et de participants, ça permet effectivement, et récurrent, voilà, pas seulement sur un circuit, ça permet effectivement de séparer. Et il y a des réflexions en cours, effectivement, que ce soit voilà, à l'épée dame, fleuret dame, fleuret dame et homme, sabre dame et homme, sur une séparation. Alors peut-être V1, V2, V3, V4 de l'autre côté, un tour V1, V2, un tour V3, V1, un tour séparé. Bon, c'est à réfléchir. Parce que ça ne peut pas se faire comme ça d'un seul coup, parce qu'il faut réfléchir par rapport à l'organisateur, par rapport à l'organisation, par rapport aux pistes, par rapport au timing, voilà, par rapport au potentiel. C'est pas parce que on voit par exemple ce week-end comment ça s'appelle à Céris, il y a énormément de participants, donc c'est pas, ça peut pas être l'épreuve de référence, bien évidemment. Donc il y a une réflexion à faire sur les statistiques aussi. Donc je pense qu'on va y réfléchir cette année et on va essayer de trouver une solution pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Donc, Alors, il y concernant avait une autre question. Oui, Pardon, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, Isabelle. Non, vas-y, Alors, Isabelle, je t'écoute, concernant je t'en prie. les équipes interclubs pourront prétendre au titre de champion de France au même titre qu'une équipe d'un seul club et dans la même compétition. Une Question. équipe interclub, oui, si c'est un championnat de France, elle sera championne de France, bien évidemment. Après, Ouais. quand on est sur des équipes qui sont plus libres, qui sont des équipes de zone, etc., qui ne sont pas des équipes interclubs, quand on fait, voilà, aujourd'hui déjà au sabre féminin et au fleuret féminin, le titre de champion de France ne peut pas être attribué. Donc c'est une victoire au critérium national. J'ai Peut-il y une avoir question de plusieurs équipes interclubs dans une ligue dans la même Ouais, catégorie? ouais. Voilà. Championnat du monde. Une question, enfin une précision de Benoît Passemaille. Au championnat du monde équipe, il n'y aura pas de poule, mais directement des tableaux. Donc, quelle formule pour la Fédé? Au championnat de France, a priori, jusqu'à maintenant, les dernières années, on fait un tableau direct. au championnat de France. Voilà. Sur l'épreuve nationale, alors Thierry, tu peux parler de l'épée. Sur l'épreuve nationale à l'épée, on fait toujours une poule, oui. Mm. Et Pour puis, classer. En fait, c'est la poule, puisqu'on on classe les équipes par leur classement individuel des tireurs, et puis on fait une poule pour classer, pour qu'il y ait un premier classement avant le tableau. et donc, par contre, au fleuret, au sabre, on verra en fonction du nombre d'équipes qui se présentent pour qu'à faire quelque chose du plus cohérent possible qui tient sur une journée sans non plus faire tirer les tireurs pendant de 8 heures du matin à 22 heures du soir. Donc ça, on a laissé un peu libre pour l'instant l'organisation et on verra en fonction des équipes inscrites. Donc, Christophe Moulia Question. également qui pose la question de pouvez-vous confirmer qu'en épée homme, il sera possible aux équipes interclubs de participer aux France si elles se qualifient? Oui. Ah oui. Voilà. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Après, c'est une question plus générale. Une question de Raoul Blin. Est-ce qu'une équipe grand vétéran peut-elle être composée uniquement avec des V4? Oui. Grand vétéran, oui, puisque c'est un V4 minimum. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir 3 V4 ou 4. Et puis Anne-Marie Sicot qui nous demande pourquoi un critérium et non un championnat de France chez les grands vétérans dames. Je suppose à l'épée, Anne-Marie. Je ne sais plus sur le tableau comment c'était marqué. C'était un critérium. Je me souviens plus. Ouais, parce qu'à partir du moment où on élargit les équipes qui ne sont pas que des équipes interclubs ou des équipes clubs, le règlement fédéral fait que on ne peut pas attribuer un titre de champion de France.
Exact. Donc, j'ai également la question de savoir la demi-finale épée est prévue à quelle date? Suivant la date, Eh le ben, service RIP du pays de Vannes pourrait être intéressé. Eh bien, la date, c'est un peu quand on veut, parce qu'on l'avait fixé, nous, avec, avec les propositions qu'on avait, on avait fixé ça fin janvier, mais on n'est pas tenu de respecter ça fin janvier. On peut le mettre un peu quand on veut, pas trop tard non plus pour pas être trop près des Championnats de France, mais on peut le mettre en février, en mars, même en avril, hein. Donc, si à Vannes, ils sont intéressés, qui m'appellent, qui prennent contact avec moi, et puis on voit ça ensemble. Ok, je pense que là, on a à peu près fait le tour. Donc, on devrait pouvoir continuer, sauf si je me trompe. Quelqu'un Ok. lève la main. Ici, j'ai levé la main. Julien Richer-Cooper, je peux poser une question? Ah oui, bien sûr. Vas-y, Vas-y, Julien. Petite question sur l'EIC. Si j'ai bien compris, un club qui met à disposition des tireurs dans une équipe EIC peut néanmoins enregistrer une équipe sur l'épreuve par équipe. Ou ce n'est pas le cas? Une équipe de club, tu veux dire? Voilà, une équipe de club classique. Et s'il y a un tireur ou des tireurs de ce club-là qui forment une EIC, on peut avoir les deux. S'il y a un tireur qui est dans une EIC, le club ne peut pas présenter l'équipe. C'est une bonne question, Julien. C'est une bonne question. Oui, ça change tout parce que, attention, moi je vois juste la chose, c'est que dans ce cas-là, si on peut faire les deux, c'est qu'il peut y avoir au niveau d'une ligue une décision de se dire finalement, on fait l'équipe la plus forte au niveau ligue en prenant des tireurs des différents clubs de la ligue. Donc, ce type de IC, moi, j'ai rien contre, mais ça peut pénaliser les clubs qui jouent le jeu et qui vont enregistrer que leur équipe de club. Sportivement, ça peut poser un vrai souci. Attends, je n'ai plus le règlement en tête exact parce que c'est dans les catégories, dans les autres catégories, chez les jeunes et même de mémoire chez les seniors, s'il y a une EIC, si je ne dis pas de bêtises, le club ne peut pas présenter d'équipe. Voilà. Et je crois que c'est pareil. L'EIC ne peut pas. Et la petite subtilité également, c'est que l'EIC ne peut pas tirer en première division. Dans les autres catégories. Oui, tout à fait. Aussi, ce serait pour moi logique, c'est que l'EIC, là, ne puisse pas participer à la N1. Parce que le risque que je vois avec ce système-là, c'est qu'il peut y avoir une décision de club, qui peut s'entendre, de se dire on n'est pas assez fort au niveau club et on fait une équipe de ligue. On est toujours sur les équipes. Et oui. Et on pénalise les clubs qui, eux, vont jouer le jeu et vont aligner leurs équipes. Alors, en tout cas, le règlement, c'est effectivement que les clubs ne pourront en aucun cas engager d'équipe dans les épreuves sous l'égide de la FFE, quel que soit le niveau dans l'arme et la catégorie concernée avant la saison suivante. Donc, effectivement, si tu as ton club de Levallois qui fait une EIC avec je sais pas qui et je sais pas qui, il ne peut pas y avoir en parallèle une équipe de Levallois. Ça, c'est ce qui est écrit dans le règlement. Ça, c'est sûr. Après, effectivement, le cas de la N1, ça, c'est valable effectivement en senior parce qu'il y a des montées de division d'une année sur l'autre, hein. Donc, effectivement, si une équipe EIC se crée une année, l'année d'après, qu'est-ce qu'elle fait? Pour l'instant, nous, on n'a pas étudié ça, effectivement. C'est un cas de figure qui peut exister, oui, effectivement. Mais non. Oui, donc je confirme, s'il y a un tireur d'une équipe, d'un club qui va faire une EIC, ça empêche de créer une équipe de club. Ouais. Donc, priorité à l'équipe quand même de club. super vigilant lors de l'inscription des équipes, quand même. Oui. Tout à fait. Oui. Ok, merci. De rien. Bonsoir tout le monde, est-ce que je pourrais prendre la parole? C'est moi encore dans l'ordre de priorité. Pardon. Oui, merci. Jean Stancia de Clermont.
D'abord, merci beaucoup pour l'effort de transparence. Il y a eu beaucoup d'opacité, enfin, en tout cas, de choses qui n'étaient pas du tout claires ces dernières années là-dessus, sur les organisations. Donc, vraiment, vraiment beaucoup merci pour cet échange, en espérant que la formule continuera. Voilà. Ce que je regrette, par contre, c'est que, comme il y a eu vous nous présentez là aujourd'hui des très grosses modifications qui nous posent plein de questions. Il y en a qui sont énervés, il y en a qui sont. Moi, je suis dubitatif, je ne sais pas ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, je ne comprends pas tout. On ne représente pas tout. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une consultation des gens, une simulation pour voir ce qui allait marcher, ce qui n'allait pas marcher? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec moins d'équipes, notamment si on a autant d'équipes qu'avant et autant de gens qui tirent, à mon avis, mon avis à moi, c'est que ça marche. C'est que pourquoi pas. Mais par contre, s'il y a moins de gens sur les pistes au bout du compte, c'est un échec. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une simulation? Alors, la simulation, on l'a faite, hein, on l'a faite avec toutes les statistiques que nous a sorti Jérémy Cadeau, hein, donc sur les potentiels, on avait toutes les équipes actuelles, enfin les équipes voilà, précédentes années, puisque c'était la saison dernière, donc les équipes des précédentes saisons. Il nous a sorti tous les potentiels d'équipes de clubs, les potentiels d'équipes EIC. Alors, j'avoue que je ne les ai pas en tête puisque ça fait un moment qu'on a travaillé dessus, mais donc on avait effectivement un potentiel. En épée, il n'y avait aucun souci de toute façon, même en grand vétéran, il n'y avait pas de souci. Après, on sait très bien, on connaît bien le fleuret et le sabre. Moi, je connais bien parce qu'on y participe. C'est pour ça qu'on a fait, comme d'habitude, des équipes qui sont des équipes plutôt libres, hein. Voilà, il doit y avoir 3 ou 4 dames V4 classées. Si on commence à faire des équipes EIC ou de club, ça n'existera pas. Il n'y aura plus d'équipes du tout. Donc, on est resté libre. Donc, après, comme on voulait cette évolution et qu'elle était souhaitable, on fait une démarche cette année avec un mode de fonctionnement. Oui, il peut y avoir des catégories où il y a moins d'équipes cette année, c'est possible. On fera une évolution l'année prochaine pour que ce soit plus ajusté, hein. Tout règlement doit s'ajuster dans le temps aussi. Mais les simulations ont été faites, hein. Pascal, à toi. Ok, bonsoir tout le monde, donc c'est Pascal Apavou-Poulet. Je voudrais juste revenir sur le règlement féminin pour l'épée dames. Moi, ce que je constate en tant que grosse compétitrice, c'est que les femmes, là, c'est exceptionnel. À Céris, nous étions à peu près 106 tireuses. Il est évident que le contingent féminin n'est pas du tout le même nombre que pour les hommes. Si je prends une catégorie, n'importe laquelle, un V2 chez les hommes, il y a plus de 120 tireurs, alors que les femmes, elles sont à peine une cinquantaine. L'idée de vouloir séparer les femmes, à mon avis, dès le premier tour de poule, c'est dommage. Parce que, comme vous le disiez certains tout à l'heure, nous n'avons pas beaucoup de V4, 6 ou 7. Elles ne vont pas traverser la France que pour faire une poule et ensuite un tableau direct. Ça serait dommage. Et plus on en fait des matchs, meilleur on est à l'international. Ça, c'est déjà un premier point. Je pense qu'on ne peut pas comparer l'épée féminine avec l'épée masculine. Les hommes sont vraiment de très très bon niveau. Je le constate encore pour vous avoir arbitré ce week-end, messieurs. Voilà, chez les femmes, on a besoin de pouvoir tirer toutes entre nous et toutes les catégories confondues, puisqu'il n'y a pas vraiment une différence physique énorme. Donc, on ne peut pas trop se faire mal. Ça, c'est une chose. Je voulais revenir sur la compétition de Céris et alerter la commission vétéran pour l'avoir subie ce week-end, moi, mais bien d'autres tireuses. Le début de la compétition, ça a très bien démarré. Nous avions toutes les pistes, des bons arbitres, tout bon matériel. Mais il faut savoir que quand les messieurs sont arrivés pour leur pré-tournoi, on nous a fait démarrer des tableaux de 16 sur une piste. Ce qui fait qu'en gros, certaines d'entre nous ont dû attendre entre la fin des poules et le début des tableaux 3h30. Ce qui ne se passe jamais chez les seniors. Je reviens d'un gros week-end d'arbitrage à Rodez. Je peux vous dire que c'était la grosse cavalerie. C'est énorme. Peut-être que Rodez avait plus de pistes, mais ne peut-on pas prendre en considération, pardon, messieurs, mais un peu plus souvent les femmes, c'était notre circuit national. Pour les messieurs, c'était un pré-tournoi. Peut-être qu'on aurait pu faire appeler ces messieurs un peu plus tôt le matin, à 9h ou 10h, pour qu'ils puissent démarrer leur compétition, et nous rester sur midi ou 13h, pour qu'on puisse dérouler la compétition normalement. Il est très dur, croyez-moi, d'attendre 3h30 entre la fin des poules et démarrer un match en tableau. C'est une autre compétition. C'est très dur physiquement. Voilà, j'en ai discuté avec les membres de la CNA, j'ai discuté avec les organisateurs, mais il semblerait que c'est une volonté de la Fédé. Peut-on essayer? Moi, je vous alerte, c'est pas évident. Il pourrait même y avoir des accidents
On ne peut pas faire attendre une athlète vétérane ou vétéran 3h30. Ça n'est pas possible. Voilà, ça c'était un premier jet. Merci de votre écoute. Il y a plusieurs parties à ta question, Pascal, hein. Donc la première partie, l'histoire de la séparation entre les catégories. Là, il a bien été dit que pour l'instant, c'était un projet en réflexion. Voilà. Donc il n'y a absolument rien de décidé, de défini, de partage, etc. C'est quelque chose qui est remonté d'un certain nombre de tireurs et de tireuses. Voilà, donc après, la commission et la Fédé doivent prendre en considération l'ensemble des tireurs et l'ensemble des tireuses, hein, bien évidemment, qui participent au circuit, et celles qui participent à un certain nombre de circuits, bien sûr, celles qui viennent une fois, un coup de temps en temps, et encore, il faut la prendre en considération, bien sûr, également, mais prendre en considération, ça va. Donc pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a aucune décision qui est prise, on va réfléchir, on va y travailler dessus. Après, sur la deuxième partie, Thierry, tu veux y répondre? Je ne sais rien, moi, j'étais pas là, donc je ne sais pas. Je sais, j'ai eu des retours aussi. Alors, il y a eu le problème, il y a eu le problème du premier tour de poule, enfin du tour de poule chez les filles, avec le nouvel alinéa dans le règlement qui a soulevé pas mal de mécontentement. Donc voilà, c'est une erreur de transcription qui n'aurait pas dû se retrouver dans le règlement épais. Donc, on va le faire corriger. Et puis sur le reste, effectivement, il y a eu. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, les filles, elles ont tiré leur tableau dans une salle annexe et pas dans la grande salle, ce qui est un peu dommage. Donc ça, après, nous, commission vétérane, n'y est pour rien. L'organisation, c'est eux qui choisissent comment ils répartissent les pistes. Et après, sur les horaires de convocation, c'est difficile de faire commencer le matin, le samedi matin, puisqu'il y a les délais de route, hein. Donc, on a voulu faire commencer les femmes en premier, le tour de poule et un tour de tableau avant de faire commencer le pré-tournoi des hommes. Et effectivement, on aurait peut-être pu garder quelques pistes de libre. Alors, je ne sais pas si tout était pris, hein. Moi, j'étais dans la compétition, donc j'étais pas à l'organisation, donc je ne sais pas s'il restait des pistes disponibles ou quoi. Mais ça, c'est pas un problème je dirais, de fédération ou de commission, c'est un problème d'organisation de la compétition. Donc, on essaiera de demander aux organisateurs d'améliorer pour les prochains circuits. Bon, Thierry, excuse-moi, je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai quand même longuement discuté avec notre chauffeur de salle, Olivier Lange-Chapelle, discuté avec la représentante de la CNA, Agnès, qui était présente. Il ne restait plus aucune piste. Le tableau des dames V3 n'a eu lieu que sur une piste. Le tableau des dames V2, la même chose. Donc, en piste, ils ont respecté le cahier des charges, hein, mais la problématique, c'est que il n'y avait pas assez de pistes pour faire tourner la compétition des dames et le pré-tournoi des hommes. Donc, franchement, il y avait 35 pistes, Pascal. Il y avait 35 oui. pistes. C'est déjà beaucoup, hein. C'est énorme. Après, Pascal, c'est Val d'Europe, hein. C'est la plus grosse compétition de l'année. C'est la première. L'année dernière, c'était déjà comme ça. Les autres, ça sera. Il y a toujours moins de monde sur les autres. Donc, je pense que le sujet sera moins prégnant sur les autres circuits, Pascal. Voilà, 35 pistes. C'est difficile d'avoir un complexe avec 40 pistes. J'entends bien, Thierry. J'entends bien. Donc, mais je ne sais pas. Donc, j'espère que ça se passera mieux pour les prochaines. Il n'y a pas de raison. Ça s'est toujours très, très bien passé. Thierry, j'en profite parce que j'aimerais aussi demander quelque chose à la commission, puisque tout le monde est là. Comment se fait-il que nous ne pouvons pas avoir les feuilles de route, alors je ne vais pas citer de nom, peu importe, suffisamment à l'avance pour pouvoir s'organiser en termes de transport, en termes d'hébergement? Non, Pascal, je vais t'arrêter. Là, on va dérouler les questions, les questions générales. On avait prévu plutôt de les mettre à la fin, hein. Sachant que les feuilles de route, normalement, elles arrivent 2 mois avant, hein. De toute façon, il faut laisser le temps un peu aux organisateurs aussi. Bon, merci Pascal. On déroule, on continue. Merci, Émilie. Il y avait une question. Alors, attends, j'avais une question sur le règlement. Peut-on évoquer, c'est Ivaldi, c'est Pierre peut-être, Ivaldi? Peut-on évoquer le règlement à appliquer pour les compétitions, entre parenthèses, en individuel, en région? Ça veut dire quoi cette question? Si tu veux, tu m'entends là? Oui, je t'entends, Pierre. Oui, voilà, si tu veux, j'ai participé sur Béziers à une compétition donc vétéran en région.
Ouais. très bien organisé. Nous étions 59 tireurs hommes. Et si tu veux, on n'était que 3v4. Donc, au deuxième tour de poule, personnellement, je me suis retrouvé qu'avec des V1. Donc, physiquement, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, par le passé, les années passées, il y avait des points de handicap. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en région, donc tous tirer ensemble, mais avec des points de handicap? Est-ce que ça serait Ça, c'est possible? c'est la région qui organise. Sur la région Centre-Val de Loire, c'est pas comme ça que ça se passe, par exemple, tu vois. Donc, Et le règlement, alors, sur quel règlement il se base? C'est ça, quoi. bah, Ils doivent normalement, le faire. règlement, c'est le règlement épais, hein. Normalement, il faut. euh, Nous, on avait fait, qu'est-ce qu'on a fait la dernière compétition régionale à Orléans? On a fait poule V3, V4, et puis poule V1, V2, et puis après un tableau séparé. Après, ça Alors, nous, dépend. Après, ça dépend de la région, hein. Ouais. après, Là, j'ai pas. c'était très sympathique, hein, parce que c'est bien de tirer tous ensemble. Mais bon, comme l'a évoqué le président de la commission, un V1 contre un V3, contre un V4, puisque c'est mon cas qui a 73 ans, physiquement, c'est compliqué. C'est Ouais, mais compliqué. je comprends bien. Ben, Mais j'aime bien la formule tout le monde mélangé. Mais s'il y avait idée, on pouvait revenir un peu au point de handicap, ça serait pas mal, ça rétablirait un peu il faut poser la le manque question. de physique. Il faut poser la question à l'organisation, à la région organisatrice, en demandant de Alors, séparer moi, on les m'a dit que catégories. c'était le règlement fédéral. Quand je posais la question, on m'a dit que Non, c'était il le n'y a pas règlement le fédéral. règlement fédéral, il est clair, hein. Tu le connais, il est sur disposition sur le site. Le règlement fédéral cette année, c'est toutes les catégories sont séparées. Donc ça, c'est pour les circuits épreuves nationales. Épreuves Oui, nationales. national. Mais en région, voilà, mais là, on était très nombreux, c'est bien, parce que beaucoup de gens se déplacent moins, et on était quand même 59, c'était pas mal. Mais physiquement, c'était compliqué. Voilà. Alors, pour répondre un peu en complément à Thierry, donc effectivement, bah, c'est chaque région qui organise ses compétitions régionales. Et après, bah, elles font un peu ce qu'elles veulent sur les compétitions régionales. Il y a un règlement régional de toute façon. Donc, normalement, il doit être publié sur le site La ou région. diffusé à tous les tireurs. Deuxième chose, on a prévu au sein de la commission, c'est une des actions qu'on doit avoir cette année, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un comité des présidents de ligue. Voilà, qui est représenté au comité directeur avec Luc Martin Boyer et Yannick Lecléache. Et donc, on a prévu d'avoir des échanges avec eux, justement sur les compétitions régionales. On sait que dans certains régions, il n'y a pas de compétition régionale d'ailleurs. Vétérans, ils sont un peu oubliés. Et ça pourrait être un des sujets qu'on pourra évoquer sur justement ce mélange des catégories. Par contre, c'était très bien, parce que c'était très bien organisé, et puis on était 59, c'était très intéressant. Mais bon, Tout à le fait. physique ne suit plus. Voilà, quoi. C'est sûr. OK. Merci. Merci à vous. Ouais. On J'avais encore continue? une dernière petite question de Brigitte de la Cour qui posait la question de savoir pourquoi on ne remettait pas les touches d'handicap si les dames continuent à tirer tout ensemble. Ce système fonctionnait très bien à une époque et a été supprimé, on ne sait pas pourquoi. C'est un choix qui a été fait, je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs, de toute façon. Bon, de toute façon, après, Thierry, de toute façon, pour cette saison, c'est comme ça. On verra pour la saison prochaine si on sépare les catégories ou pas. Donc voilà, c'est une discussion qu'il peut y avoir. Donc, j'avoue que je me souviens plus pourquoi on les a supprimés, Non plus, oui. voilà, au profit du vainqueur qui est le plus âgé sur la piste en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. Mais je ne me souviens plus pourquoi. On continue parce que l'heure tourne. Non, on revient, Émilie, sur juste le avant. On n'a pas. Alors, juste bailler d'autres évolutions de règlement rapidement, hein. Donc, il y avait eu des questions sur le pré-tournoi V3 et POM. Bah, vous voyez qu'à Val d'Europe, heureusement qu'il y avait un pré-tournoi, hein, sinon ils étaient 110, je crois. Donc, Ouais, donc ça c'était fait compliqué. 110, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, si on veut pouvoir faire tenir ça, c'est la rançon du succès, hein. Donc, pour l'instant, si on veut éviter que il y ait un circuit national, je dirais N1 avec que des N1 et puis un circuit N2 ailleurs, bah, quand on se retrouve avec 500 tireurs sur un week-end, c'est pas si simple, hein. À l'épée, on n'a pas encore le problème au fleur et sable, j'espère bien qu'on l'aura un jour. À l'épée, voilà, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent sur l'ouverture vers d'autres formules. Donc ça, on a laissé la porte ouverte. Peut-être qu'il y aura un test sur notre répartition, une autre formule cette année, mais on essaiera de prévenir. Pour l'instant, c'est pas le cas.
L'évolution du nombre d'arbitres au fleuret au sable, je sais que ça a fait beaucoup discuter aussi. Ça fait longtemps qu'on est en déficit d'arbitres au fleuret au sable. C'est pas le cas à l'épée, puisqu'on est resté 1 pour 4. Et ce déficit, il n'y a pas 36 solutions pour le résoudre, hein. Soit c'est les clubs qui amènent des arbitres, soit c'est l'organisateur qui paye beaucoup plus d'arbitres tout seul. Donc, on a fait moitié-moitié. Donc, on a fait que le tarif d'inscription est passé à 25 euros, ce qui permet à 5 euros en plus de pouvoir payer plus d'arbitres et que le club puisse avoir plus d'arbitres et que les clubs amènent plus d'arbitres. Donc, on l'a vu sur la première à Hérouville, ça a amené beaucoup plus d'arbitres et ça a permis un peu plus de fluidité, sauf au Sable le samedi où il y a 2 arbitres qui devaient venir et qui ne sont pas venus. Donc, voilà, ça a créé un creux. Un creux. Ensuite, voilà, ça c'est des petits détails, classement séparé V3, V4, fleuret et sabre, hein. Donc c'était une demande qui avait été faite depuis longtemps parce que les V4 étaient intégrés au classement V3, ce qui n'a pas forcément de signification, ça faussait un peu les classements, donc ils sont séparés. Et puis les inscriptions en ligne des plus 35 qui se font sur la compétition avec une ligne senior, ils peuvent s'inscrire directement en ligne et pas par mail auprès de l'organisateur. On peut tourner. Ensuite, évolution sur les évolutions de coefficients. Les championnats de France, on a souhaité diminuer le coefficient des championnats de France quand on trouvait qu'il était beaucoup trop élevé et que ça devenait vraiment le juge de paix, c'est-à-dire que voilà, celui qui gagnait les championnats de France était quasiment, pas sûr, mais de partir au championnat d'Europe ou surtout au championnat du monde. On trouvait que c'était un peu trop élevé. Et puis, même chose, les épreuves EVF en France, qui aujourd'hui, il n'y en a qu'une, c'est chez moi à Fâche-Tuménil, mais j'espère bien qu'il y en aura une épée bientôt. On est en train de travailler pour. Passe de 1 à 1,25 parce qu'elle est quand même beaucoup plus forte et que les tireurs le demandaient, on trouvait ça très très logique. Après, les épreuves nationales, c'est toujours 1,1 et régional 0,26. Mais ces épreuves régionales, bien évidemment, ne comptent pas dans les classements sélectifs qu'on va voir juste après. Et là, je passe la parole à Valérie, si ça va. Tu peux parler, Valérie, ou pas? Allô, t'entends Allô, pas? Valérie? Ouais, c'est bon, j'arrivais pas à enlever mon micro. C'est bon, ouais, merci. Donc là, c'est pour les Europes par équipe cette année. Donc, ils seront à Madrid du 14 au 17 mai. Donc, en fait, les épreuves sélectives pour le fleuret et le sabre, il y en aura 3 qui seront prises sur les 4. Donc, les 4, c'est Hérouville, donc, qui est déjà passé, Lyon au mois de décembre, Fâche en février, et Dijon au mois de mars, je crois. Et à l'épée, il y aura donc 2 épreuves sur 3, donc Val d'Europe qui vient de passer, Le Havre début décembre et Chaumont février, je pense. Voilà, donc les critères, on prendra forcément le premier au classement de chaque catégorie. Après, les 3 autres, alors non, c'est pas les 3 autres d'ailleurs, c'est parce que c'est des équipes de web. Les 4. Mettre la Denis. Non, les 3 autres, puisqu'on a une par catégorie. Ouais, ok. C'est sur 2 catégories, ouais. Donc les 3 autres, décidés par le comité de sélection. Voilà. Et après, on a précisé qu'il n'était pas obligatoire d'engager une équipe parce que parfois en grand vétéran, il n'y a peut-être pas forcément assez de monde. Voilà. Je veux bien que tu passes à la slide après, s'il te plaît, Émilie. Merci. Ça, c'est pour l'équipe de France pour les mondes, donc qui seront en Géorgie. Alors, on n'a pas forcément les dates. Normalement, c'est plutôt octobre, mais on a bien vu que cette année, ça pouvait être décalé. Donc, les épreuves sélectives, donc c'est là où ça a un peu changé, c'est que pour toutes les armes, on va mettre 4 épreuves sur 6. Et donc, ces 6 épreuves, c'est les 5 épreuves nationales et les championnats de France. Donc, ça sous-entend que si on n'en prend que 4, on n'est pas obligé de prendre les championnats de France. Ça évitera les problèmes de ceux qui ont, par exemple, ne peuvent pas aller au championnat de France, qu'en plus, avec le coef 1,5, qui pouvait, du coup, n'étaient pas qualifiés. Donc là, les critères vont être simples. On va rester comme on était sur les 4 premiers du classement sélectif. Et après, pour l'individuel, et puis pour les équipes, pareil que pour les Europes, on prend le premier au classement de chaque catégorie, et après les autres décidés par le comité de sélection, et toujours pas d'obligation d'engager une équipe. Voilà. Des questions? Isabelle, tu as coupé ton micro. Oui. Donc j'ai une question de Benoît Passemaille. Est-il envisagé de prendre en compte les résultats EVF à l'étranger, championnat, circuit pour le classement FFE? Non.
C'est une bonne question. La problématique est de savoir comment les comptabiliser. Quand je vois par exemple à Madrid ce week-end les résultats, bon, en V1, il y a 8 tireurs. Je vois qui gagne, c'est Cédric Ben, c'est un grand copain. Je suis super content pour lui qui gagne, mais ça représente pas à quelle proportion les prendre en considération. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion qu'on a eue. On n'a pas pour l'instant pas tranché. Est-ce qu'on en prend une, on ne prend pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que si on met le même coefficient, le même classement, on voit que dans certains endroits, bah, ils étaient, je sais pas, ils devaient être 8 en V1. Bon, 8 en V1, à Hérouville, il y avait 29 tireurs, c'est Jordan Mon qui gagne devant Franck Malanchenko. On n'est pas sur le même niveau du tout. Donc c'est très compliqué. Je pense que si on allait en Italie, il y a peut-être plus de tireurs qui tiraient sur l'épreuve italienne, mais c'est la même chose quel coefficient on met, comment on les fait rentrer en considération. Et puis voilà, c'est pas pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver la solution. Pas d'autres questions. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Voilà, bah, on va arriver un peu sur la fin de ce qu'on disait. Aujourd'hui, nos réflexions d'évolution, hein, donc voilà, qui sont en cours, c'est bien évidemment le développement des catégories 35 et femmes, surtout au fleuret et au sabre. Hein. Donc Pascal parlait tout à l'heure de manque de considération. Je pense qu'on a essayé depuis un certain temps de faire en sorte que elles soient bien considérées, même s'il y a toujours des problèmes. Hein, je vais te dire, à Aéroville au Sable, ce sont les hommes qui ont attendu. Hein. Donc voilà, avant de faire leur tableau, ils ont attendu 1 heure et demie ou 2 heures, je crois. Donc bon, ça arrive aussi. Et surtout la catégorie plus 35, parce que je pense qu'effectivement, c'est une catégorie à développer et souvent les tireuses, voire les tireurs, hein, d'ailleurs, parce que c'est un Jérémy Cadeau qui me disait que ce serait bien que les hommes aussi aient une catégorie plus 35. Mais là, ça va être, bon, il faudra y réfléchir, mais en épée, ça va être compliqué. De dire comment on peut la développer. Euh, de travailler avec les régions, les zones, et donc je parlais du comité des présidents, hein, donc ça c'est quelque chose qui est prévu pour développer les épreuves de région et de zone, et voir à un moment donné, voilà, peut-être qu'on sera à un moment donné coincé peut-être en épée, quand je vois 500 tireurs sur un week-end à Val d'Europe, voilà, le jour où on a 700 tireurs, qu'est-ce qu'on fait sur un week-end? À mon avis, c'est impossible à gérer, ou de trouver un club qui a 60 pistes, et je pense pas qu'il y en ait beaucoup en France, et donc ça c'est la rançon de la gloire, donc il faudra peut-être à un moment donné s'y réfléchir. Une autre réflexion, c'est changer le nom de la catégorie. Voilà, il y a un certain nombre de tireurs qui trouvent que vétéran, c'est pas très positif, même si voilà, c'est l'European Fencing vétéran, etc. Voilà, Masters comme en Italie, pourquoi pas. Donc après, bon, faut qu'on voit un petit peu si c'est possible. Et puis cette question, hein, c'est pour ça qu'il y a des points d'interrogation, la séparation des catégories en poules, dans les catégories où il y a des regroupements. Voilà. Ah oui, juste un point très particulier que je voulais signaler. Il y a eu quelques schmilblick avec les certificats médicaux. Il y a un certificat médical qui est apparu sur le site de la fédération qui n'était pas bon. Donc on a eu quelques échanges avec Dominique Uranus, qui est la présidente de la commission médicale, qui sont en train de faire évoluer le règlement médical. Donc il y a tout un règlement qui doit être voté là au mois de novembre, je crois, pour la saison prochaine. Par contre, il y a une grosse évolution, c'est pour les tireurs de plus de 60 ans. Qui à partir de l'année prochaine devront avoir une visite obligatoire chez un cardiologue avec un électrocardiogramme. Donc voilà, et je parle bien d'un électrocardiogramme, pardon, chez un cardiologue, hein, pas chez un médecin. Hein, moi, je le fais faire chez mon médecin, mais c'est pas valable. Donc ce sera obligatoire tous les 3 ans. Alors quand on sait combien de temps il faut pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue dans certaines régions, moi ici c'est 10 mois. Je pense qu'il faudra y réfléchir. Je pense que l'information va être diffusée rapidement. Mais pour pouvoir faire des compétitions à partir de septembre 2026, il faudra s'y prendre tôt pour les plus de 60 ans. Un certain nombre concernés. Alors, électrocardiogramme d'effort, je vois passer la question. Ça, j'ai pas exactement. Alors, je suis pas médecin, je ne sais pas. Oui, Mais ça devrait arriver. Pardon, excusez-moi. Ouais. Je suis le docteur Guillaume. Je suis Ah membre de bah. la commission médicale et Ah c'est bah moi voilà. le cardiologue. Ah bah voilà. C'est moi le cardiologue et c'est moi enfin avec Dominique Ornus qui a discuté cette affaire parce qu'effectivement, on a un certain nombre de
personnes qui, à cet âge-là, commencent à avoir quelques problèmes, même s'ils ne le savent pas. Alors, c'est pour ça que j'ai fait mettre cet électrocardiogramme de repos pour permettre de dépister. Alors, on peut aller plus loin, comme c'est marqué, comme a dit un participant, électrocardiogramme d'effort, uniquement si on a des facteurs de risque particuliers. Et ça, seul le cardiologue va dire on fait ou on ne fait pas l'épreuve d'effort. Alors, théoriquement, je tiens à dire que dans d'autres sports, l'électrocardiogramme est obligatoire pour les enfants qui font des compétitions dès l'âge de 13 ans. Parce que malheureusement, j'ai eu, parce que je suis cardiologue hospitalier, je suis chef de service de cardio et de soins intensifs, j'ai vu un certain nombre d'enfants et d'adolescents venir avec des complications gravissimes et chez qui on a découvert des cardiopathies qui leur interdit maintenant à vie toute activité sportive pour ceux qui ont survécu. Voilà, c'est pour ça que j'en avais parlé déjà il y a un petit moment à une commission médicale. Et bon, voilà, on m'a dit que j'étais un peu excessif, mais la pratique fait que malheureusement, comme je suis hospitalier, je les vois arriver. Ok, merci de cette précision et merci d'être venu. Je pense qu'il n'y a pas d'autres éléments sur le médical. Les autres certificats sont à peu près les mêmes d'après ce que j'ai vu. C'est évident qu'il faut un électrocardiogramme d'effort, c'est évident. Tout dépend des facteurs de risque que vous avez. Bon, moi, normalement, pour des vétérans, parce que je suis médecin aussi, je fais systématiquement un ECG et un angioscan coronarien, parce que même à l'ECG d'effort, on peut passer à côté de problèmes coronariens, et c'est souvent là qu'arrivent les accidents. Alors, puisque vous en parlez, effectivement, l'épreuve d'effort va dépister que 65% de cardiopathie ischémique. Après, l'angioscanner, vous savez qu'un angioscanner, ça correspond à 140 radiopulmonaires que vous allez garder en irradiation toute votre vie. Là aussi, il faut savoir si vous faites un score calcique ou pas, parce qu'apparemment, si vous faites ça, si vous avez envie d'avoir un score calcique. Et le score calcique, bon, c'est bon, mais ce n'est pas toujours la réalité. D'accord. Mais ce n'est pas histoire de le faire tous les jours, mais tous les 5 ans. Parce que sur une catégorie de 10 ans, si vous voulez, quand ça dure 10 ans, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Tous les 5 ans ou tous les 10 ans, je dis là aussi, ça dépend des facteurs de risque que vous avez. Vous pouvez très bien avoir une coronarographie, même normale, une année, et un an après, il faut faire un pontage ou faire beaucoup de dilatation. Ça, on ne peut pas le dire. Ça dépend des facteurs de risque et du terrain. Et surtout de la prise de sang annuelle que théoriquement tout le monde devrait faire à partir de l'âge de 60 ans. Bien sûr. Ok. Bon, là, on est parti dans les discours de spécialistes. Là, nous, on est un peu dépassé par les événements. Là. Merci, Jean-Claude aussi. Voilà, on est arrivé un peu à la fin de cette présentation. Il est 21h16, donc c'est pas mal. Juste n'oubliez pas, on a 3 pages Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. On essaye de publier un certain nombre d'informations, épée vétéran, sabre vétéran et fleuret vétéran. Maintenant, on est prêt à répondre à toutes vos questions, si vous en avez. On a une main qui est levée là. Julien? Oui, Julien Echecoupeur à nouveau. C'est plus une suggestion, j'en ai déjà parlé à certains. Comme la réglementation on s'applique, on se cale à la réglementation internationale, donc V1, V2, V3, V4, et ce qui pourrait être aussi une réflexion en termes d'organisation. Je repose la question, je crois que j'en avais déjà parlé, Denis. N'est-il pas le temps de se dire qu'il ne faudrait pas refaire des poules V1, V2 et V3, V4. Ce qui veut dire qu'au niveau international, les V2 ne tirent jamais avec les V1. Et qu'au jour J où il faut tirer avec un V1, il y a un manque, je pense, par rapport à ça, d'un point de vue purement sportif. Et ça pourrait être aussi une solution en termes d'organisation des compétitions, s'il y a de plus en plus de participants, mais de ne pas se séparer des poules, comme c'était le cas il y a quelque temps. Thierry, je te vois. J'ai noté, oui, on pourrait échanger là-dessus, débattre là-dessus, oui. Après, ça fait un peu,
ça fait un peu revenir en arrière. C'est ce qu'on avait il y a quelques années. Et puis, et eu égard au nombre de tireurs qu'on avait changé et qu'on a encore modifié cette année pour les V3, V4, quoi. Donc, voilà, je sais pas. Non, mais je j'en ai pris l'entends, connaissance. Thierry, mais c'est ce que je veux dire, c'est que comme les catégories sont mixées maintenant par équipe, ça permet à ceux qui vont les Ouais, tirer je, au je- niveau je- je international comprends ta de. réflexion. Ouais, je comprends ta réflexion. Ouais. On va en rediscuter en commission. Ça D'autant, et discute. puis juste pour remettre un argument supplémentaire, sachant que sur certaines épreuves nationales en V1, le compte des 82 n'est pas toujours atteint, hein. Ils sont C'est vrai, souvent en dessous. Il n'y a pas de c'est vrai. pré-tournoi en V1. Donc, Il y a ça, souvent que Val d'Europe. Ouais. que Val d'Europe. Donc, derrière, ça ne serait pas illogique de les mixer, hein. Ça ne ferait pas un débordement, je pense, important dans l'organisation des épreuves. Faut qu'on fasse une simulation de nombre de poules, du nombre de pistes qu'il nous faut. Il faut qu'on voit ça. C'est noté. Merci de ta proposition. Juste un petit truc. Alors, La dernière compétition à Hérouville, par exemple, en V4, hein, on était 9. Donc on a fait une poule de 9, c'est-à-dire 8 assauts. Juste avant, il y avait une poule de 7, c'est-à-dire 6 assauts. Donc on en a fait 14, plus 3 ou 4 tours en 10. Ça a fait beaucoup. On a fait la même chose aux France, hein, parce qu'on était 9, il y a eu des désistements. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour la première poule, au moins tirer avec les V3 pour faire moins, ou essayer de faire une poule de 5, une poule de 4 après, parce que ça fait beaucoup d'assauts quand même. Lundi, j'avais du mal à marcher après 14 assauts en 5 et 3 tours de 10. Je suis d'accord avec toi, Jean-Claude. On l'a remonté, Fabrice Boquet, le référent CNA, l'a remonté. Quand il y a eu la question de... Alors effectivement, le règlement prévoit des poules de 6 ou de 7, ou je sais plus, on peut pas, voilà, ne descend pas normalement à 4. Et on sait que souvent, une poule de 4, ça fausse un peu le tableau. Moi, j'ai demandé aux organisateurs de vous réunir et de vous poser la question. Si vous vouliez faire une poule de 4 et 5 ou une poule de 9, je ne sais pas s'il l'a fait, peut-être pas. Donc voilà, je suis assez d'accord avec toi, Jean-Claude, que oui, ça me paraît beaucoup. Et aux France, oui, bah, parce que vous étiez 9 et que bah, voilà, c'est un compte un peu bizarre. Mais effectivement, descendre à 4, pourquoi pas. Parce qu'en fait, on dédouble les poules Oui. et pour l'organisation, et c'est encore plus crevant. Oui, tout à fait. Okay. Bon, je vais vous faire un petit pêle-mêle des quelques questions que je reçois encore. Donc, déjà un prochain webinaire en fin de saison pour le bilan. Donc, visiblement, ça a l'air de plaire cette formule. Donc, voilà. Est-ce qu'on fera un webinaire en fin de saison? Pourquoi pas? Vas-y, Isabelle, tu réponds. Ah bah, enfin, moi, de toute façon, plus on partage comme on fait aujourd'hui, et plus je pense que c'est utile pour tout le monde, à la fois pour une information descendante, mais aussi une remontée d'informations pour nous, pour savoir sur quelle piste travailler aussi. Hein, donc, voilà, donc je pense que ces échanges sont bénéfiques pour tout le monde. Donc, voilà, enfin, moi, ça me paraît être quelque chose d'utile. Donc, si vous êtes bah, plutôt intéressé par cette formule, je pense qu'effectivement, en fin de saison, ça peut être intéressant de faire un bilan déjà de ce qu'on a testé cette année, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a modifié, ce qu'il faudrait modifier par la suite. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Voilà. Bon, j'ai aussi quelques propositions pour une nouvelle catégorie. Donc, bon, je pense que pareil, hein, c'est un débat qu'on peut avoir au fur et à mesure de l'année, même au cours des conversations sur les circuits. Hein. N'hésitez pas à nous faire remonter un peu vos propositions dans ce domaine-là. Est-ce que ça vous paraît utile? Est-ce que ça vous paraît pas utile? Est-ce que vous avez effectivement des propositions en tête? On parle de senior plus, on nous parle de senior plus 40, plus 50, plus 60, plus 70. Enfin, voilà. Après, il y a plein d'idées qui peuvent
qui peuvent être remontées. Donc voilà, sachant que rien n'est défini aujourd'hui. Donc je pense que au cours des circuits, c'est toujours le moment propice pour qu'on puisse échanger sur toutes ces informations-là ou toutes ces idées que vous pouvez avoir. Ensuite, on avait quoi? Au niveau du stage, j'avais vu une question concernant le stage. Le stage de préparation au championnat du monde, quelle est sa finalité? Car sur une journée et demie, c'est vraiment très court. Ne pourrait-on pas envisager un stage plus long, un vrai stage d'entraînement? C'est le problème des disponibilités des gens, hein, c'est surtout ça, hein, parce que dans les vétérans, il y en a quand même qui bossent. Donc ils prennent déjà des congés pour les championnats du monde dans certains circuits. Oui, c'est sûr que le stage n'a pas une finalité d'aller préparer comme en senior pendant une semaine des tireurs, hein, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, après, ouais, on essaie déjà d'organiser ça sur une journée après et demie. Après, faut trouver le CREPS qui veut bien nous accueillir. Ça fait 70 ou 80 personnes. C'est beaucoup. Donc, Denis, ouais, 10 jours vas-y, à fond rebeu. 10 jours à fond rebeu, c'est sympa. Oui, bah moi on peut aller aux Antilles aussi, hein. Moi, 10 jours aux Antilles, j'y vais, hein. Pas de souci. J'allais dire c'est une question de coût aussi, mais Ouais. encore pire si on va aux Antilles. Si un jour on a les moyens et que la Fédé nous donne les moyens de payer les déplacements au championnat du monde plus le stage, il n'y a pas de souci, Voilà, on fonce. on y va. On y va. Je crois qu'on est tous d'accord. Mais oui, le stage avait plus, voilà, historiquement, il est plus but voilà, de faire un entraînement ensemble, de se voir. On voit cette année les V1 qui sont arrivés, qui ne connaissaient pas les formules des championnats du monde, de connaître des gens, voilà, un peu de se connaître et de partager en fait, hein. Donc, et puis effectivement, de faire un week-end d'entraînement, parce que je pense qu'au bout de la journée et demie, voilà, c'était pas mal. On a bien bossé. On a bien bossé. Concernant les circuits à l'épée, pourquoi si peu de circuits dans les 2 tiers sud de la France? Il n'y a que Clermont. Alors là, je me pose la même question. Je me pose la même question, mais je n'ai pas de candidat. Donc, oui, j'aimerais bien voir aussi un circuit dans la moitié sud. Donc, voilà, un appel à candidature pour les clubs de la moitié sud. Voilà. J'ai eu également 2 fois la même question concernant J'ai échangé il y a quelques semaines, voire quelques mois, avec des clubs de la moitié sud, Toulouse, Villeneuve-sur-Lot. Voilà, alors, Villeneuve-sur-Lot, ils sont prêts à faire un truc, mais c'est loin, c'est pas si facile d'accès. Voilà, il faut qu'on tienne aussi compte de l'accès. La Mastre aussi. La Mastre aussi, oui. Bah, la Mastre, je sais qu'ils sont candidats et que je pense que normalement on devrait faire affaire l'année prochaine pour la saison prochaine. Oui, oui, mais après, je sais pas, oui, il y a des grandes villes, Marseille, Aix, Toulouse, Nice, Monaco. Voilà, on peut faire des choses dans la moitié sud. Avant, il y avait un circuit qui était bien. C'était à Montélimar. Bah, ils l'ont arrêté parce que ça devenait trop important en termes de logistique. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a plus de circuit dans la moitié sud, malheureusement. J'avais, oui, donc 2 fois la même question concernant le circuit, le critérium mondial vétéran à Paris. Donc, pourquoi le coefficient était aussi faible aujourd'hui dans la comptabilisation? Parce qu'ils ne rentrent pas, dans le giron fédéral, en fait. Ils ne candidatent pas. C'est une organisation privée à part, donc qui ne rentre dans aucun règlement côté français. Donc aujourd'hui, et en plus, ils sont après les championnats de France. Alors que de toute façon, on dit toujours que voilà, le principe, c'est que toutes les compétitions de circuits nationaux doivent rentrer dans la saison entre septembre et les championnats de France. Et donc, il rentre à part. Donc il rentre je dirais, entre guillemets, tant qu'ils ne candidatent pas officiellement, ils sont organisés au privé, comme si c'était n'importe qui organisait un critérium de l'univers ou je sais pas quoi, ou mondial ou européen, qui rentre dans aucun critère français.
Mhm. Ok. Je pense avoir à peu près repris toutes les questions. J'en ai peut-être oublié. Donc voilà, levez la main si vous avez encore des questions que je n'aurais pas relevées. S'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas répondu dans le fil des questions, comme on enregistre le webinaire, de toute façon, on regardera, on relira toutes les questions et puis on répondra aux questions qui n'ont pas été répondues, hein. Ouais, je regarde un petit peu l'histoire des touches de handicap, pourquoi elles ont été supprimées. Ouais, effectivement, c'est peut-être Caroline Bouquet qui disait. Oui, parce que c'était justement pour éviter les problèmes physiques quand on rencontre un V1 de partir à -2 ou -3. Voilà, apparemment c'était ça. Ok. Alors les tirs arbitres, ils ont été supprimés. C'était un souhait. Monsieur Vaquette, vous avez toujours la main allumée, la main levée, pardon. J'attends qu'on me donne la parole, c'est tout. Eh bien, allons-y. Pareil pour moi. Bonsoir à tous. Ah, je suis comme sur la piste, je suis un petit peu plus rapide que toi, Benoît. Escroc. Deux, trois petites choses. Quand vous demandez des volontaires pour organiser des circuits, etc., il faut aussi regarder l'accessibilité. Parce que quand c'est dans une région qui n'est pas forcément desservie par un TGV assez rapide, on arrive à des choses qui sont très compliquées pour un grand nombre de tireurs. Là, tout à l'heure, on parlait de Vannes. C'est sympa, Vannes. Mais faire une compétition par équipe à Vannes qui pourrait être intéressé, c'est bien. C'est juste hyper excentré pour tout le monde. Il y a des TGV pour Vannes, hein? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il faut déjà monter à Paris, ensuite il faut aller à Vannes. Et le problème, c'est le dimanche. Donc on peut monter le samedi matin tôt, mais le dimanche, on ne peut pas forcément rentrer et on est obligé de poser le lundi matin. Donc ça, il faut voir aussi les accessibilités pour tout le monde. Après, je voulais revenir sur les femmes. Elles avaient des compétitions qui étaient individuelles et équipes sur le même week-end. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même un grand succès pour ça, ce qui permettait en plus pour elles de n'avoir qu'un week-end posé pour leurs deux épreuves. Si on supprime ce système et qu'on passe à un système comme les hommes, avec un week-end supplémentaire, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on sait très bien que les femmes, c'est elles qui gardent les enfants. Elles sont quand même moins disponibles, même si elles ont 40, 50 ou un peu plus. C'est quand même souvent elles qui font les frais de rester à la maison quand monsieur part faire du sport. Donc, c'est compliqué pour elles, à mon avis, de repasser sur des week-ends supplémentaires. Donc là, on parle d'un seul week-end parce qu'on n'a pas d'autres candidats pour les épreuves par équipe. Mais si vous rajoutez 2 week-ends en plus pour les femmes, je pense que le nombre d'équipes va chuter très fortement. En fait, on a changé le règlement des épreuves dames. L'année dernière, c'était une poule unique comme en senior, avec des rencontres à chaque compétition individuelle. On mettait le samedi individuel et le dimanche par équipe pour la poule. A priori, ça n'a pas rencontré beaucoup de succès, la poule, et on nous a fait comprendre que ce serait bien de revenir à ce qui se faisait avant. Donc, c'est pour ça qu'on a rechangé cette année. Ouais, on pourrait revenir sur avant en laissant sur un même week-end individuel et équipe, puisque les compétitions par équipe hommes, lorsqu'il y a moins de 16 équipes, ça se fait sur une seule journée. Ça, on pourrait faire la même chose. Je suis d'accord avec toi, mais après, c'est un problème de place. Le dimanche, parce que si on les fait tirer en individuel le samedi, il faut qu'elles fassent les équipes le dimanche. Le dimanche, il y a toutes les catégories hommes, puisqu'on ne sépare pas, on ne fait pas des compétitions différentes pour les hommes et les dames. Après, c'est un problème de nombre de pistes. C'est toujours pareil, de logistique, hein. On va toujours retomber sur le même problème. Ouais. Mais là, on tombe sur un problème où il y a de moins en moins d'équipes. Moi, je suis assez
dubitatif ça, sur la séparation, même pour les hommes, des grands vétérans et grands vétérans. On a vu ce week-end, ça commence à parler, tu viens chez moi, je viens chez toi, etc. C'était c'était la grande braderie de Lille, messieurs les Nordiques. C'est bien la en fait, ça va un peu dénaturer, je pense, nos équipes de clubs. C'était les uns, alors toi, tu peux, mais comment tu fais? On est dans la même région, tu prends la licence. Voilà, je trouve ça vraiment. Je ne suis pas vraiment pour, en fait. Il n'y a pas que toi. On dit les V4, il ne faut pas qu'ils tirent avec les V1, etc. Quand ils sont en club à l'entraînement, ils tirent avec les seniors et les V1 et les V2 et avec tout le monde. Donc là, c'est un match en 45 et ils ont au pire un ou deux matchs avec des gars de 40 ans. Mais sinon, parce que si tu mets la règle des 150 ans, ça fait quand même un panachage de l'âge. Hein. Si tu as un gars de 40, tu as forcément des gars plus âgés. Donc, le gars qui a 70 balais, il peut tirer plus facilement avec des gars plus jeunes. Et le gars de 70 balais, il aura peut-être un gars de 40 ans dans son équipe. Donc, tu vois, c'est… voilà. Moi, je vois. Écoute, François, on va tester la formule. Si vraiment c'est un gros échec, je pense qu'on verra la copie, quoi. Ouais, on regardera comment sont constituées les équipes et si ça ressemble encore à un championnat de France de club, quoi, tu vois, ou si on devient au mercato de la Ligue 1, tu vois. Voilà. À la prochaine, messieurs. Merci pour votre écoute. Merci François. Et tout votre travail. Juste pour revenir sur ta première question, tu vois, tu disais Vannes c'est excentré. Bah oui, mais aujourd'hui, tu vois, la problématique, c'est vraiment d'avoir des candidats. Hein. Donc, on n'a pas de candidat pour la demi-finale, il n'y a personne. Bien évidemment, on préférerait que ce soit sur une ligne de TGV ou je sais pas quoi. Le problème, c'est de trouver des candidats. Et en épée, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de pistes. Donc, on se retrouve toujours coincé. Et Thierry galère. Hein. Il en a contacté je ne sais pas combien de clubs depuis quelques mois. Et bah, ça fait peur. C'est compliqué pour organiser. Tout le monde ne peut pas organiser. Et puis après, il faut que les dates soient disponibles. Il faut que les salles soient disponibles. Hein. C'est des salles municipales, qu'elles ne soient pas trop chères à louer. Parce que maintenant, on loue souvent les salles aussi. Donc, c'est un vrai casse-tête. L'an dernier, on a fait quand même Épinal et Anglette, hein, quand même. C'était pas non plus très sympa. Ah non, mais je sais. D'ailleurs, il y avait combien d'équipes à Anglette? Ah ben, il y en avait beaucoup moins qu'à Épinal. Ça, je suis d'accord avec toi. Beaucoup moins. Ah bah ça, oui, forcément. Forcément. Mais on le sait, hein, de toute façon, si on fait un championnat de France même un championnat de France à Biarritz ou bien en région parisienne, ça va être un nombre de tireurs bien différent, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr. Après, et on peut comprendre aussi les gens du Sud hein, qui disent bah voilà, il n'y a jamais de circuit chez nous, dans notre coin, etc. Bah oui, mais il faut qu'il y ait des gens qui organisent sur tout ça. Isabelle, tu as d'autres. Non, on va peut-être laisser la parole à Benoît, du coup. Ah bah oui, bien sûr. Bon, un ou deux mots. J'ai beaucoup écouté tout ce que vous avez dit les uns et les autres concernant cette séparation vétéran-grand vétéran. J'ai entendu exactement les mêmes arguments il y a 10 ans, lorsque nous avons décidé à l'EVF de créer ces deux catégories. Beaucoup étaient dubitatifs ou disaient casse-cou, etc. Bon, en réalité, ça a été un succès. Ça a continué à se faire. Ça va être expérimenté, comme vous le savez, au championnat du monde à Panama. Ça va être fait pour la FFE. Je ne crois pas que cette formule soit dangereuse. Après, il y a évidemment la difficulté de trouver des gens disponibles. Que vous fassiez des équipes de ligue est une bonne idée. Moi, je voudrais juste conclure là-dessus en disant, faites donc des expérimentations. La FIE le fait, vous allez le faire, bon, puis ma foi, on verra bien. C'est le premier point. Le second, et qui reste quand même dans les championnats par équipe, pour ceux qui ne le savent pas,
Fache a envoyé à l'EVF un dossier de candidature très bien fait, très complet, pour postuler à l'organisation des championnats d'Europe en 2028. Je précise là aussi pour ceux qui ne le savent pas, que bien que responsable de l'organisation des championnats d'Europe, individuels ou équipes, ce n'est pas moi qui prends la décision finale, c'est le Congrès. Donc il faut, Denis, que le club de Fache fasse la procédure que tu connais. Il y a une visite préalable, il y a une vérification commune, il y a les budgets qu'il faut bien vérifier ensemble. Et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais je me méfie un petit peu parce que les derniers championnats d'Europe individuels en Bulgarie à Plovdiv, ça a été une grosse déception, à la fois de participation et financière. Et effectivement, on a sous-estimé le fait que Plovdiv n'était pas facile d'accès. Et beaucoup de tireurs ont été rebutés par le périple que représentait le déplacement à Plovdiv. Ça ne sera pas le cas pour Fache, mais il y aura quand même des problèmes qu'il va falloir résoudre, et des problèmes réels. Mais bon, quand on veut quelque chose, on trouve des moyens. Quand on ne veut pas, on trouve une excuse. Voilà. Et tout ce que je voulais dire. Ah si, peut-être quand même un dernier mot. Pour le Critérium mondial à Paris, pour votre info, lorsque Bruno Royer a voulu le mettre en place, pour donner un petit coup de boost de motivation, il a demandé à l'EVF si on pourrait intégrer les résultats au classement EVF servant à la désignation du tireur de l'année. Nous avons dit d'accord et nous continuons à l'être. Donc ça veut dire que le prochain critérium de juillet, les résultats seront pris en compte pour le tireur de l'année suivante. Bon, pour la FFE, bon Dieu, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Benoît de ton message. Effectivement, c'est dans mes tablettes que je dois te contacter pour la visite de site, etc., etc. J'ai eu le message de Carrie Oliver quand on a fait le dossier de candidature. Et donc, effectivement, oui, on sait que c'est un gros boulot d'organiser ça à Fache, mais bon, on est vraiment motivé. On est motivé. Ça a été une longue Oui, enfin, réflexion en Denis, interne. je sais qu'actuellement, tu as plein de choses à faire avec la prépa des mondes, donc fais ce qu'il y a à faire, mais ça serait pas mal qu'on se fasse une visio ou quelque chose comme ça, fin novembre, début décembre, Il faut que tu pour viennes en plus. prépa. Donc, que tu à viennes. ton initiative, hein, c'est toi le Bien demandeur. sûr, D'ailleurs, bien sûr, bien Carrie l'a sûr, bien bien sûr. dit, Denis, prends Oui, ton oui, tout à fait, pas de souci. etc. Pas de Ok, souci. C'est dans c'est mes bon. tablettes, effectivement, comme tu dis, je pars lundi au Bahreïn, je rentre fin novembre, donc voilà, je suis parti pendant 12 jours au Bahreïn, et puis là, il y avait beaucoup, beaucoup de choses avec la rentrée, plus Ok. le boulot, mais c'est dans mes tablettes, de toute façon. Et si je dis pas de bêtises, Paris organisera les championnats d'Europe individuels en 2029, c'est pas ça? Absolument. Voilà. Ça a été voté par le Ouais, Congrès, ça. ouais, ouais, Mais ouais, Fache n'est pour l'instant pas voté par le Congrès parce que pas encore présenté. Il y bien aura un sûr. dossier de présentation que tu devras faire, mais on aura le temps d'en rediscuter. Ouais, à Madrid, oui, je suppose. Ouais, ouais, j'imagine, oui. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok, ok. Mais oui, oui, j'avais vu Bruno là-dessus. Autre question après cette partie. Alors, Olivier Scholl. Ok. Oui, c'est moi. Bonsoir tout le Oui, monde. Bonsoir. bonsoir. C'est Olivier Lanchapelle, Ah, salut Olivier. des Salut Mousquetaires du Val Olivier. d'Europe. Salut tout le monde. Alors, j'avais juste deux petites choses. La première chose, c'était si vous avez des retours à nous faire concernant le CN qu'on a organisé ce week-end, n'hésitez pas à le faire parce qu'on a besoin d'avoir des retours pour voir sur quel point on peut s'améliorer. Parce que pour nous, c'est important, on le fait vraiment avec plaisir. Et s'il y a des petites choses qui ne vont pas, qu'on puisse le savoir, c'est pas plus mal. Et la deuxième chose, on a eu petite crise avec deux, trois tireurs qui se sont plaints
de 2 pistes qui avaient des petits trous dessus. Alors, on m'a interpellé sur le sujet et puis bon, j'ai expliqué que malheureusement, le club n'est pas assez fortuné pour avoir ses propres pistes et que les pistes qu'on avait installées, c'était des pistes qui nous avaient été louées par la région. Donc, du coup, c'est compliqué pour nous de refuser ces pistes-là, sachant le nombre de pistes qu'il faut pour pouvoir faire la compétition et qu'on n'avait pas d'autres. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu vent de cela. Oui, oui, effectivement, j'ai eu quelques réflexions sur l'état des pistes, sur des pistes qui étaient trouées, pas isolées, enfin, voilà, des pistes qui auraient dû être détruites, je pense, hein, par les ligues, hein, parce qu'elles sont inutilisables. Et c'est vrai qu'il y avait même des pistes, notamment, tu sais, dans la salle dans la salle du fond, enfin, dans la salle de Épongiste, badminton, oui. la salle Oui, c'est là. d'épongiste, les 2 pistes près du mur. Il y avait des pistes qui n'étaient pas isolées et puis on avait le mur à 30 cm de la piste. Donc, si tu veux, c'était. Ouais, j'ai eu quelques réflexions là-dessus. Alors, c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, on avait une piste qui était devant le stand Sport 7 et on l'a faite sauter cette année. Et malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. Ouais. Alors déjà, on a une grosse capacité et je pense que tout le monde en est satisfait. Mais oui, plus on va avancer et plus on sera nombreux comme cette année, si on doit en plus supprimer des pistes, parce qu'effectivement, les murs sont assez proches. La piste qui est à côté de l'infirmerie, par exemple, il fallait un service de sécurité pour dire à tout le monde, parce qu'en plus, les copains ne sont pas hyper disciplinés. Vous voyez bien qu'il y a un arbitre qui est en train d'officier, passez pas par là, faites le tour. Non, je veux passer par là. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est la rançon du succès, Olivier, hein, donc près de Et puis, 500 et puis tireurs. les vétérans sont pas disciplinés, on le sait. Je vous laisse, bye bye. Merci Bonsoir, Benoît. Benoît. Salut Benoît. Donc si vous avez Au revoir, Benoît. des idées, n'hésitez pas sur l'adresse événementielle. C'est moi qui la reçois, celle-là, puisque comme vous savez, je suis plus président. Mais comme ça, je garde l'aspect événementiel et organisationnel du club. Ok, très bien. En tout cas, c'était une belle compétition. C'était très chouette l'organisation. Merci encore. Merci à vous de répondre présent. Parce que on peut l'organiser, mais si vous venez pas, ça fait flop. Il y aura trop de planteurs. Ouais. On a dit qu'on parlait pas de ça sur les réseaux. Denis, est-ce que je peux dire un petit mot? Vas-y, Pascal. Merci. Je voulais revenir sur 2 choses. Je découvre amèrement ce soir que le championnat du monde par équipe, il n'y aura pas de poule cette année, ça sera directement un tableau. Si je m'en réfère aux propos de Denis. Non, autant pour moi, Pascal. Benoît, Non. pardon. Ah, Benoît, il est parti, Benoît, tout Benoît. à l'heure, il a Mais dit que les championnats du monde, cette année, ça sera directement un tableau, qu'il n'y aura pas de poule. non, je ne sais pas. Ça, je suis incapable de te dire. Non, parce que de toute façon, au championnat d'Europe, il y a une poule, de toute façon. Donc, je ne vois pas pourquoi au championnat du monde, il n'y aura pas de poule, sachant qu'ils ont séparé, puisqu'il n'y a que des épreuves par équipe sur certaines journées. Donc, ça permet, sauf s'il y a. Et puis, non, en nombre d'équipes, ça suffit, ça doit faire des poules. Mais là, ce n'est pas moi qui gère. Et de toute façon, Benoît ne peut pas le savoir, là, puisqu'il n'est plus à la FIE. Donc, s'ils ont changé de règlement. Alors, on oublie ça. La deuxième chose, j'ai énormément apprécié l'intervention de François Vaquez qui se soucie du problème féminin. Je lui remercie. C'est vrai que c'est compliqué pour les femmes, en fait. Mais il faut savoir que chez les vétérans, les femmes qui font leur circuit individuel le samedi et qui enchaînaient par les équipes le lendemain, physiquement, c'est pas facile. On n'est plus des seniors. Et plus on vieillit, croyez-moi, plus c'est dur. Je pense que pour les messieurs, c'est pareil. Mais on peut pas faire plaisir à tout le monde, on peut pas contenter tout le monde, ça c'est une évidence. Mais pour les gens qui ont déjà un grand âge, je vais pas donner de nom, mais parfois il y a quand même des difficultés, quoi. Voilà, faut le savoir. Physiquement, c'est très dur. On peut pas faire comme les seniors, je suppose. Enfin, je pense. Même si on est bien entraîné. Voilà, c'était une petite remarque. Mais je comprends que c'est pas évident.
C'est d'ailleurs dans le Time Dig championnat du monde, quand tu regardes, il y a des V4 qui vont tirer leur compétition individuelle le lendemain les équipes, parce que je trouve pas les vraies logiques. On aurait dû mettre les V1, V2 et les V3, V4 ensemble. Oui, C'est je pas l'ai logique. noté Mais aussi. Oui, c'est pas évident, mais c'est pas la FFE qui organise ça, c'est la non, FIO. c'est ça. Voilà, On a pas la main. Et une dernière chose, merci pour ce débat. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter, de voir les points de vue des uns et des autres, même si on n'est pas toujours d'accord. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites et encore du pain sur la planche pour améliorer tout ça. Mais en tout cas, merci à ceux qui s'y attellent. Merci tout plein. Merci à toi. Merci. Christophe, il a levé la main. Ton micro. Oui, c'est bon. Merci, bonsoir à tout le monde. Juste, je rebondis sur ce que vient de dire Pascal, en disant que c'est compliqué de faire 2 jours de suite. Je rappelle juste quelque chose, c'est que depuis la création des pré-tournois, pour les V1, les V2 et à partir de cette année pour les V3, c'est quand même 2 jours de compétition. C'est-à-dire que c'est un tour de poule le samedi, plus 1, voire 2 tours de tableau, et des fois 3, mais c'est quand même extrêmement rare. Et après, faire une compétition, repartir sur une poule de 6, puis après un tableau, c'est compliqué. Moi, je ne me qualifie pas systématiquement. Ça m'est arrivé de me qualifier, mais c'est très éprouvant physiquement de faire 2 jours de compétition. Donc, c'est vrai que ces pré-tournois, c'est bien ça peut-être pour vous parce que ça permet de faire une présélection. Mais quand on n'a pas un grand niveau, qu'on se retrouve à tirer le dimanche contre des gens qui n'ont pas tiré le samedi et qui ont déjà un niveau bien supérieur, ça peut être très, très difficile. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, Olivier Allaire posait la question des éventualités de faire peut-être une N2 et une N1 pour l'épée. Ça peut être peut-être un thème de réflexion. Oui, juste pour revenir pour les 2 jours de compétition pré-tournoi et tournoi, déjà pour des V1 et V2, c'est compliqué, mais alors pour les V3, c'est peut-être encore plus compliqué de faire un pré-tournoi le samedi et compétition le dimanche. Et enfin, je finirai juste là-dessus, par rapport au club du Sud, pour organiser des compétitions. Il y a eu un certain nombre de compétitions qui ont été organisées. Pendant un certain temps, il y a eu Niort, il y a eu il y a Anglet, évidemment, mais tous les clubs ne jouaient pas le jeu de se déplacer pour venir jusque par chez nous, alors que nous, en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, et je pense aussi dans le Sud-Est, on fait l'effort de monter comme on dit, à la capitale ou dans les régions Est, Le Havre, etc. C'est vrai que si on compte organiser des compétitions, et c'est un peu bloquant, je peux vous l'avouer, nous, on pourrait faire quelque chose peut-être à Libourne, mais c'est difficile de se dire. Christophe, à Libourne, il y avait un tournoi avant, il y avait un circuit national, je me souviens quand on a commencé. Il y a tout à fait, il y avait un tournoi des grands vins qui existait. Tournoi des grands vins. Mais nous n'avons pas les capacités d'accueillir autant dans une salle actuellement. Voilà. On a une gare TGV à Libourne, on a des infrastructures hôtelières. Ouais, non, mais c'était très bien ce tournoi des grands vins. Mais on n'a pas effectivement de 2 salles. Et déjà, avoir une salle pour faire un circuit régional, c'est très compliqué. Alors, je peux vous dire que pour avoir 2 salles en même temps sur un week-end pour faire une compétition nationale, c'est presque impossible, on va dire. Voilà, donc je voulais juste dire que quand on vient du Sud, on fait le déplacement vers le Nord, mais à l'inverse, on voit moins de monde qui descend vers chez nous. Voilà. Donc, ils ont fait la semaine de l'épée à Rodez, c'est la 2e fois qu'ils le font. Dans les catégories senior, M20, M17, il y a du monde qui se déplace. Oui, je parle en vétéran, Thierry. Ouais, non, mais en vétéran, c'est parce que demain, tu mets un circuit à Toulouse, les gens ils vont y aller. Ça serait bien d'avoir. C'était organisé. Bordeaux, moi, s'il y a un circuit à Bordeaux, j'irais aussi bien à Bordeaux que j'irais à Thionville avant, ou au Havre aujourd'hui, ou à Clermont-Ferrand. C'est pas un problème. Malheureusement, j'ai pas de position pour ça.
Allô? On n'a pas réussi la répartition géographique depuis à peu près une bonne dizaine d'années, Christophe. C'est Christophe Moula qui intervient. C'est Guérifono, hein, excuse-moi. Oui, oui, je te Euh, vois. on l'a pas, c'est pas réussi. Le Sud, bon, Poitiers est venu en renfort récemment, mais c'est pas encore vraiment le Sud. Alors Toulouse, c'est difficile. Ils ont essayé par 2 années de suite, ça s'est pas fait. Bon, et puis chez nos amis du côté de Nice et là-bas, alors tout le monde dit c'est pas facile d'y aller. Il faut bien comprendre que pour nous, alors. Là, on est très Nouvelle-Aquitaine, hein, Christophe. Moi, j'interviens rapidement au Royan, enfin, tout ce secteur-là. C'est vrai, quand il faut monter à Thionville, pourquoi nous, c'est difficile et à l'inverse, bah, ça ne vient pas vraiment vers chez nous pour le peu qu'on a réussi à lancer. Au Bec, on a essayé une année dans les locaux à Bordeaux. C'est pas facile, les accès, c'est compliqué. On n'a pas les infrastructures, mais faut reconnaître qu'on n'a pas réussi à trouver pas qu'uniquement en Nouvelle-Aquitaine, hein, parce que Angoulême a relativement une belle structure. Ils sont bien desservis, sont sur le TGV. On essaye de voir des facilités d'accès. Bah, ça prend pas. C'est pas facile. Bon. Alors, je ne vais pas mettre à pleurer. Si quelqu'un a des propositions, n'hésitez pas, hein. C'était mon cheval de bataille, la répartition géographique. J'ai rien vu venir du côté de la Méditerranée, hein. Et ce qui serait bien, effectivement, c'est que les grandes villes qui ont donc les infrastructures qui font de l'escrime et qui ont un accès TGV, je pense notamment à Montpellier, mais aussi Toulouse, puisqu'on l'a dit, il y a Lyon, il y a Marseille, il y a Bordeaux, effectivement, tout ça. Ce serait bien d'essayer de les motiver, je ne sais pas comment, c'est ça mon problème, hein. Je ne donne pas des solutions, C'est seulement, c'est difficile. Prends ton bâton de pèlerin, mais c'est difficile. oui, je comprends bien, hein. Mais c'est ce qui serait quand même sympa d'arriver à faire que ces villes-là, les clubs de ces villes-là organisent quelque chose. Je pense notamment effectivement à Montpellier ou Nîmes même, hein. Nîmes qui a quand même un club qui tourne, qui a aussi les infrastructures et les accès. Castelnau a fait des très beaux championnats de France cette année. Est-ce qu'ils seraient prêts à rentrer dans un circuit? Il faut peut-être leur poser la question. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas assez discuté avec le président lors des championnats de France. Bah, c'est un casse-tête, hein. De toute façon, Guy l'a fait pendant 4 ans dans la précédente mandature. Thierry le voit depuis 1 an. Ouais, effectivement, et on le voit de toute façon, nous on l'avait au Fleuret aussi, l'année où il y a eu Bordeaux, première épreuve de la saison, il y a eu très peu de participants, parce que les gens ne sont pas descendus dans le sud. Donc, bon, Bordeaux, pour certains, c'est difficile d'accès aussi. Il faut rentrer du lundi. Donc, ouais, c'est une vraie problématique. Mais déjà, de toute façon, il n'y a pas de candidat. Donc, c'est déjà la première étape, hein. S'il y avait des candidats, ce serait plus simple, hein. Donc, voilà, on sait on a aussi la Mastre, hein, qui est dans les candidats possibles, hein. Ça s'est pas fait cette année, ça pourrait se faire l'année prochaine. C'est plus excentré. Voilà. La masse, le problème, c'est toute l'infrastructure hôtelière et les accès. Là, c'est très compliqué. Oui, mais ils avaient des solutions. Pour moi, ça m'arrangerait, c'est pas loin de chez moi, mais voilà quoi. Ils avaient des Je solutions. propose d'organiser en plein air dans un stade. Les arènes de Nîmes, ça c'est déjà fait. J'ai discuté avec les gens qui organisent, des organisateurs de la Mastre, puisque c'était ma question, hein, quand ils sont proposés pour faire le circuit national. Je dis, mais l'infrastructure hôtelière, alors c'est vrai qu'au niveau des hôtels, il n'y a pas grand-chose, il faut aller un peu loin. Par contre, il y a beaucoup de gîtes et beaucoup de Airbnb qui sont en location. Donc là, ça ouvre pas mal de possibilités de réserver des logements. Par contre, il faut le faire avant fin octobre et puis après fin avril, parce que sinon les gîtes ils sont fermés pour l'hiver, puisque c'est montagneux. Alors, je vais quoi. prendre la parole parce que ça me concerne. Alors, je suis en voiture, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je rentre dans l'entraînement. Oui, donc, Paris-Valence, c'est 2h15. Et après, pour aller à la Mastre, c'est 40 minutes. Il y a des hôtels sur Valence, il y a des hôtels sur Tournon. Il y a des hôtels et évidemment, il y a des gîtes. On a très peu d'hôtels sur place. En revanche, moi, ce que je reproche aussi aux circuits nationaux, c'est faire des finales devant personne. Nous, quand on organise la Coupe de France des néo-pratiquants, on time comme une Coupe du Monde.
Et là, ce qu'on veut proposer comme circuit national, c'est un circuit national comme il devrait être organisé en 2025, et avec du public pour les finales, avec présentation des tireurs, des arbitres et des lots qui vont avec. Donc pour la Coupe de France des néo-pratiquants, le premier lot, c'est un week-end en relais château. Voilà. Donc, je pense que de Paris, en 3 heures, on peut être chez nous. Manu, j'entends ce que tu dis. La Mastre, on ne peut pas l'organiser en décembre, on ne peut pas l'organiser sur l'hiver, mais en début de saison, en octobre, être le premier circuit national, ça se fait très bien. Je me baigne encore dans ma piscine à ce moment-là. Donc, voilà. Ou le dernier avant les championnats de France, ça marche aussi. Ouais, mais parce que nous, on a la Coupe de France des néo-pratiquants qui prend de l'ampleur. Ah oui. Et ça, on ne veut pas le changer. Et tout le monde m'en parle. Et c'était pour que les bénévoles des clubs, on sait que c'est les seniors, les vétérans et ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de pratique qui sont présents dans les clubs, et c'était leur compète, donc c'était leur offrir quelque chose à la hauteur de ce qu'ils peuvent donner de leur bénévolat. Donc voilà, donc avec Thierry, on a vachement discuté. Et donc, on vous accueillera l'année prochaine sur le premier circuit national. Et effectivement, un chapeau à Val Europe avec 36 pistes. On aurait aimé prendre le circuit, la demi-finale des Championnats de France, mais je pense qu'il faut 2 gymnases. Et on a essayé sur Tournon, sur Rhône. Pour le coup, c'est pas très loin parce que c'est le club aussi que j'entraîne, mais on n'a pas pu. Et oui, il faut au moins 2 gymnases pour organiser les Championnats de France, la demi-finale des Championnats de France par équipe, parce que on part sur une formule qu'on ne connaît pas et il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'équipes. Donc voilà, on n'a pas eu parce que c'était trop tard, mais voilà. Donc on vous accueillera avec grand plaisir l'année prochaine. Et merci Thierry. Et puis merci Thierry pour ce week-end aussi. Je vais être remercié. Très bien, merci à toi. Merci Caroline. Bah, écoute, j'espère que vous irez à la Mastre l'année prochaine. Je ne sais pas si je me mettrai à l'épée pour ça. Donc, mais impeccable. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Isabelle. Il y a Guy, pas je crois, qui de veut poser une nouvelles, question, non. Moi, j'en ai une, Denis. J'en ai une petite rapide parce que, excuse-moi, je suis revenu. Je n'ai pas pu vous lâcher comme ça. Est-ce que vous avez réglé le problème? Alors, à l'épée, on n'en a pas trop. Ça arrive. Aux armes conventionnelles, je pense que vous en avez au moins un. Le problème des ultramarins qui ne peuvent pas faire le circuit. Alors, j'ai cru comprendre d'ailleurs, tu sais, la petite passe qu'on a eue quand même en fin de saison pour les championnats de France. Nos ultramarins, il faudrait qu'ils aient fait une épreuve du circuit national dans l'année pour pouvoir participer au championnat de France. C'est ce qui est arrivé cette année à notre ami Jean-Marc Cuneo, qui vient de Papeete, donc qui fait 10 000 km, qui n'est pas venu spécialement pour les championnats de France, parce qu'il a quand même fait les championnats d'Europe, il a fait quelques épreuves il a participé au championnat de France à l'épée, il n'y a pas eu de barrière. Mais retire le mot barrière si ça te choque, hein, mais au fleuret, il n'a pas pu venir. Il était à 50 km de Strasbourg et pour se faire dire que non, monsieur, vous n'avez pas fait d'épreuve. Est-ce que vous avez modifié ce point de règlement? Parce que, bon, alors, Jean-Marc, c'est un copain, tu le sais bien, il est licencié au ROC pour pouvoir aussi participer, mais il s'est donc trouvé une barrière. Bingo, tu n'as pas le droit. Est-ce que vous modifiez ça? Parce que faire 10 000 km et pouvoir, ça fait partie de sa passion, faire les championnats de France au fleuret. Oui, d'accord. Oui, je comprends, Guy. Et même au soir, je t'avoue que je n'ai pas ça en tête, le règlement, et que il faudrait vérifier. Mais Denis, oui. On a les mails échangés, y compris avec les gens qui étaient à la commission. Oui, je sais, Guy, mais tu sais bien qu'il y a beaucoup de choses à voir, et j'avoue que j'ai plus ça en tête. Il faudra regarder sur les ultramarins.
Alors, au fleuret et au sable, on a supprimé ça c'est sûr, parce que je n'ai pas souvenir parce que c'était un truc qu'on avait repéré. Non, je parle une ligue, mais non, je pense Les que. ultramarins, ils peuvent venir faire le championnat de France sans avoir fait de circuit, hein. Enfin, je crois, hein. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ouais, je pense qu'il faudra vérifier, mais il y a eu un truc qui J'ai était vu- resté dans le règlement l'année dernière et qui prévoyait que championnat de France. Non, il n'y a rien sur les ultramarins, non. Alors, il faudra regarder à l'épée s'il y a d'autres choses, parce que c'était une erreur qu'il y avait dans l'ancien règlement. Donc voilà. Juste parce qu'on va devoir conclure là, parce que ça fait 2 heures et la Fédé nous dit que voilà, il faut peut-être conclure, sinon ça va être difficile à suivre. Frédéric, par rapport à, j'ai vu que tu m'as mis un message là par rapport au championnat du monde. Frédéric, tu es là quelque part? Oui, en Il fait, a envoyé un message. La question que posait Pascal. Oui, j'ai lu la note d'organisation des championnats du monde et à la page 22, il y a bien écrit qu'il n'y a pas de poule. C'est directement un tableau de C'est un save. tableau direct, oui. Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà, ça Mais change. c'est trouvable facilement sur le site de la FIE. Hein, le règlement, à la note d'organisation, c'est page 22. Merci. Et effectivement, quand on regarde le détail des épreuves, il y a bien écrit pour les individuels, il y a marqué pools plus DE, Direct Elimination. Puis quand on regarde les journées consacrées aux équipes, il y a écrit DE Final. D'accord, ok. Bon, ouais. Merci pour l'info. Bon, Allez, ça change. Ok. Bon, écoutez, on va clore s'il n'y a plus de questions. François, je crois qu'il a une main levée. Je crois il y a François qui a une main François, levée. une dernière? Ouais, c'était pour revenir sur les ultramarins. Je crois que dans le règlement, à un moment, il y avait que si un ultramarin venait faire les France et qu'il était dans les 3 premiers, ça lui réservait une place pour les mondes. Oui, ça veut dire quelque chose, C'est ça, là s'il rentrait en demi-finale, oui. S'il rentrait en demi-finale, ça prenait une. Exact, c'était comme ça avant, c'est vrai, tu as raison, oui. Donc là-dessus, ça veut dire qu'ils peuvent venir au championnat de France sans avoir fait de circuit, ce qui me semble quand même assez logique. Parce que le mec, il va pas se taper 10 000 bornes pour faire un circuit, 10 000 bornes pour. Déjà, Vannes, c'est excentré, alors t'imagines. Ça, c'était un petit bit pour Patrick Goubin, ça. Ok. Grand merci à tous pour ces échanges, ces discussions, ces propositions. Merci. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut se remercier, nous, la commission, d'avoir préparé cette soirée. Voilà, parce que c'était un peu de boulot aussi. C'est chouette d'avoir autant de monde. Ouais, et d'avoir tant de monde. Merci à tous. Juste une toute petite chose. Olivier, à nouveau. Si c'est la Mastre qui fait le premier CN, faudra me dire si on est retenu pour une date et que je puisse la demander en amont parce que cette année, vu qu'on a eu le truc un peu tardivement, c'était pas hyper évident. Il me semble que toi, tu peux faire que pendant les vacances scolaires. Hein. C'est ça. Okay. Donc, il faut que tu réserves, qu'on se cale une date sur les vacances scolaires de l'année prochaine, de novembre, là, enfin de fin octobre. Ouais, mais non, c'est la première date si tu la donnes à la Mastre. Ouais, mais si on fait la Mastre début octobre et puis toi fin octobre, ça le fait quand même. Tu ferais 2 CN aussi rapprochés. Mais il y a les championnats du monde, Thierry. Sinon, toi, tu peux le faire quand, toi, ton truc? Que pendant les vacances scolaires pour avoir toute l'infrastructure. Olivier, c'est Guy à l'appareil. Fais attention parce que tu es généralement tu tombes dans la période des championnats du monde. À une semaine près, bingo, tu as les gars qui sont qualifiés pour aller au championnat du monde. Ça serait dommage. Alors, que ça s'est passé une semaine avant, ok, c'est comme ça. Une semaine après, pourquoi pas non plus, mais avec leur tour, ils ne sont pas obligés d'être tous présents. Donc, il faut quand même regarder le calendrier international avant de dire on peut la faire. Alors, toi, évidemment, tu as une contrainte avec les championnats du monde, c'est une autre imposition. Est-ce que les deux figures vont se conjuguer agréablement? J'en sais rien.
Et j'aurais pas. Et Olivier, bon, moi, je peux regarder aussi si nous, on peut le faire vers mars-avril. Voilà, enfin, on peut regarder aussi sur le... Bon, voilà, c'est pas après notre Coupe de France, mais bon, on peut s'arranger, Olivier. Ok, ça donne des ouvertures, mais n'oublions pas que cette année... la commission aussi, voilà. Ouais, ça donne des ouvertures, mais n'oubliez pas que cette année, on a tout changé parce que le Bahreïn, c'était pas prévu au mois de novembre. Donc voilà, c'est un peu ça, ça a été un peu bousculé. Donc dès qu'on aura une date pour les championnats du monde, on pourra déjà peut-être regarder et puis travailler avec Alexandre Rempli sur les dates parce qu'il faut regarder aussi les autres catégories, en fonction des arbitres, etc. Pas que ça. C'est clair. Ok. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt sur les pistes ou ailleurs. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Au revoir. Allez, ciao, ciao. Ciao.